me suis lancée dans l'escalade d'El Capitan, qui est donc la plus haute des parois du Yosemite, qui fait 1000 mètres. Donc c'est des murailles de granit qui sont raides, voire déversantes. Donc c'est vraiment une ampleur, ouais, c'est monumental. Là, je suis partie faire cette ascension en solitaire et j'avais calculé que je partais pour 12 jours. Ce que j'aime bien dire, c'est que j'ai fait El Capitan en solitaire en pleurant. Hello hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Écoute, bienvenue sur le podcast Julia. Merci Loïc. Je suis ravi de te recevoir. Merci beaucoup de nous avoir fait une petite place dans ton agenda super chargé pour partager un petit peu ce que tu fais. Je suis très très content. Et avant qu'on commence à parler de toi, je voulais quand même remercier Marie-Laure Brunet, qui m'a très gentiment, qui nous a mis en relation, qui m'a dit écoute, je connais une personne fabuleuse, c'est Julia, va lui parler. Je pense elle cochera pas mal de cases pour les critères, les frapper, entre guillemets. Et c'est juste super quand des anciens invités nous mettent en relation, me mettent en relation avec des nouveaux. Donc un grand merci Marie-Laure si tu nous écoutes. Ouais, merci à Marie-Laure effectivement pour la mise en relation et puis à toi voilà m'avoir contacté, ça me fait hyper plaisir comme j'écoutais ton podcast récemment sans te connaître, ça me fait hyper plaisir que tu m'aies appelé, j'ai trouvé que c'était une belle coïncidence. Génial. Écoute, ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par nous dire ce que tu fais. Alors normalement dans la vie, ce que je fais, c'est que je suis guide de montagne. Voilà, ça c'est mon métier, c'est ma passion, c'est l'histoire de ces 20 dernières années. Et là, en ce moment, cette année, je suis à Saint-Malo pour un projet de course au large à la voile. Donc, un peu rien à voir. Donc, j'ai quitté les montagnes pour cette saison. Et donc, je m'entraîne à naviguer pour prendre le départ de la course en novembre, en double. Voilà. Excellent, excellent. Moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite interpellé quand je suis allé faire un tour sur ton site, julia-guide.com. C'est vraiment ce mariage mer et montagne. Et je voulais peut-être commencer par ça, si ça te va. C'est quelque chose que je retrouve assez souvent auprès de navigateurs ou d'alpinistes, cette fascination pour ces deux univers qui sont au final différents. Je ne sais pas d'ailleurs, c'est ma question. Qu'est-ce qui fait, tu penses, que tu as eu cette fascination qui est venue un peu plus tard mais quand même qui est venu pour la mer. Il y a beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est quand même 2 univers qui sont vachement proches, en tout cas dans le positionnement qu'on a par rapport à ces univers, dans la place que l'homme il a dans une nature aussi forte, aussi impressionnante. Du coup, j'étais pas du tout partie pour avoir un bout de vie près de la mer. J'avais jamais pratiqué de sport nautique. Donc c'était mal barré, mais pourtant dès que j'ai découvert ça, je me suis sentie aussi bien qu'en montagne. Enfin, disons, positionnée exactement de la même manière par rapport au milieu, avec moins d'expérience, tout à apprendre, etc. Mais par contre, voilà, il y avait une espèce d'évidence, et je crois que je suis pas très originale, qu'effectivement, il y a beaucoup de marins qui retrouvent ça en montagne et vice-versa. Et pour essayer de te l'expliquer, je dirais, moi, ce que j'aime, c'est que déjà, on est commandé, régi par les éléments eux-mêmes. C'est-à-dire que Hmm. tu beau penser être quelqu'un, en fait, au final, ce sera jamais toi qui décideras. Tu vas Ouais. t'adapter au milieu. Et du coup, ce qu'on cherche à faire, c'est juste à s'adapter à ça, à essayer d'être humble et puis un peu méthodique pour y passer du bon temps et gérer la sécurité. Mais grosso modo, moi, j'aime dans les deux univers cette espèce de présence qui est hyper forte et qui te met à un niveau égal, peu importe qui tu es, d'où tu Ouais. viens. Donc ça se retrouve vraiment tout de suite dans les 2 univers. Et puis, après, j'ai l'impression qu'il y a, moi, l'exercice qui me plaît dans les 2, c'est le fait d'avoir beaucoup de
beaucoup d'éléments à analyser, à comprendre, à apprendre et ensuite à hiérarchiser pour prendre des décisions qui vont faire que, bah, d'une part, tu vas être en sécurité, d'autre part, tu vas aller rechercher de l'efficacité, voire de la performance. Et donc, en fait, ça crée comme une espèce d'arbre décisionnel, un truc vachement complexe où tu peux faire rentrer vachement de paramètres. Et cette façon de fonctionner, alors je trouve que c'est exactement la même dans les deux univers. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que c'est plus facile de retranscrire quand tu as développé cet arbre décisionnel dans un des deux domaines, de le retranscrire à l'autre, plutôt que de partir de zéro quand tu arrives d'univers où ça n'a rien à voir, quoi. Donc ça, c'est vraiment une petite gymnastique mentale qui, moi, me plaît énormément, qui est ce que j'aime en montagne et du coup que j'ai retrouvé immédiatement en mer. Donc voilà, maintenant le chemin que j'ai à faire, c'est d'apprendre tout le contenu pour mettre, et puis de prendre l'expérience pour remplir, pour étoffer un peu cet arbre-là. Mais par contre, la gymnastique, je me sens à l'aise avec ça, quoi. C'est mon ADN, quoi. C'est vraiment ce que j'aime. Ah, c'est super intéressant, ouais. Cet aspect, tu dirais que l'aspect technique également est important pour toi? Parce qu'il y a la Oui, notion de sécurité, mais l'aspect, enfin, en termes de, ouais, justement, dans l'arbre décisionnel, voilà, la façon dont je le vois moi de l'extérieur, c'est aussi que tu as un certain nombre d'éléments à maîtriser techniquement pour pouvoir t'aider justement à prendre ces ouais. décisions. Ouais, et puis pour moi, le côté technique, c'est que une des branches de l'arbre. C'est-à-dire que, OK. on en parlera plus tard, mais moi je forme beaucoup, en alpinisme des équipes, on en parlera après et grosso modo ce que j'enseigne, c'est de dire, il y a pas de niveau attendu. On peut avoir n'importe quel niveau en fait. L'important c'est de se faire plaisir et d'être en Mmh. sécurité et du coup, ce qu'on met, sur cette branche-là, c'est de la conscience de son propre niveau. C'est-à-dire, ben, voilà où j'en suis, voilà ce que ça me permet de faire et voilà ce que ça ne me permet pas de faire. Et je tiens juste compte de ça pour prendre la décision par rapport à l'avancée du projet, de l'objectif, de la journée, enfin peu importe. Et donc le côté technique, ben, tu le fais évoluer au fur et à mesure de ta pratique, de ta vie, mais tu prends toujours les mêmes décisions. Donc par exemple, pour illustrer ça, moi des fois je sais que j'ai une limite technique à quelque chose, bah, c'est pas grave, c'est juste que j'en tiens compte pour ne pas faire ça ou alors prendre un choix qui va m'offrir plus de plan B et C parce que mon niveau technique risque de me ralentir. Ou typiquement en voile, ça va être, ben, si une manœuvre, je suis pas capable de la faire assez vite, à ce moment-là, je vais peut-être privilégier de pas faire cette manœuvre alors qu'elle serait bénéfique pour quelques minutes. Mais moi, je vais plutôt privilégier le fait de pas faire d'erreur parce que j'ai pas encore la marge technique et d'être un peu moins efficace, mais de pas aller à l'erreur. Donc voilà, Mmh. c'est un peu ça moi je trouve l'enjeu de connaître son niveau technique et d'en tenir compte. Mais après, heureusement, tout le monde peut faire, peu importe le niveau qu'on a, peut faire des activités comme de l'alpinisme ou des activités sur l'eau, quoi. C'est ça qui est génial. Il faut juste être conscient, en fait, de là où on en Ouais, est et ce qu'on en fait. Et du coup, c'est c'est ça qui est clair. génial, c'est que moi j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à ça, je me vis toujours comme quelqu'un de vraiment pas très fort. Par contre, je me dis: «Je suis une petite maline» parce que j'arrive à exploiter, le maximum tu vois, de tous les paramètres. Des fois, je me dis: «Tu es vraiment une impostrice», mais en fait non, c'est juste que je suis vachement consciente, tu vois, des différents paramètres et de mes limites, quoi. Et Mmh. voilà. Voilà comment je vois les choses. Et tu dirais que, qu'est-ce que tu as amené du coup de l'univers de l'alpinisme, où tu as passé, bah, tu le disais 20 ans? Tu as fait 20 ans d'alpinisme avant d'arriver dans la voile ou ça fait 20 ans que tu fais de l'alpinisme et la voile a commencé il y a quelque temps? Je dirais ouais, c'est ça, j'ai fait 20 ans d'alpinisme avant de switcher là, mais sachant que je me suis mis à la voile et j'ai tout de suite pris un gros tournant, ouvert une grosse parenthèse. Donc je viens de commencer quoi Ouais. pour tout dire. C'est très récent, mais donc voilà, on va dire, j'ai passé 20 ans en montagne, un peu tout sport confondu, à faire, que ça, que ça. Et qu'est-ce que j'apporte de la montagne vers cet Ouais. univers-là? Pour l'instant, je suis encore en découverte de comment le milieu y fonctionne. Je me fais encore surprendre, par des gens, par des situations, par des fonctionnements, un peu inhérents au milieu. Et donc c'est ma réponse, elle sera évolutive. Tu me la redemandes, tu me reposes la question dans un an, je te dirai autre chose. Aujourd'hui, je me dis moi, je pense que ce que j'apporte, moi, dans ce milieu-là, avec moi, c'est une grande rigueur. Parce que je pense qu'en haute montagne et encore plus quand tu es guide et que tu as la responsabilité de gens, sur ta cordée et ben, une erreur, elle peut être fatale et elle va t'être reprochée. Donc en fait, on a toujours, un énorme degré d'anticipation sur toutes les erreurs qui peuvent arriver.
Alors de manière humaine, c'est-à-dire que c'est faillible, hein, il y a aussi des accidents, mais on essaye d'avoir toujours un, 2, 3 trains d'avance et d'avoir toujours un, 2, 3 plans de secours à toutes les situations, tout le temps. Et ça, sur les toutes petites situations, de chaque minute, mais aussi sur des trucs, plus empiriques, pour la journée, pour la saison, pour ta carrière. Enfin, on est toujours à vraiment, je pense qu'un bon guide, un bon montagnard, c'est quelqu'un qui anticipe énormément et du coup, c'est ce qui me surprend un petit peu dans le milieu de la mer, c'est qu'ils sont face à un univers qui est très changeant aussi, mais comme celui de la montagne, j'ai envie de dire, et ils fonctionnent beaucoup plus en dernière minute. Ils s'adaptent toujours en dernière minute, mais du coup, ils sont beaucoup moins, dans l'anticipation. Heu, alors, je dis ni pour ni contre, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai pas ce fonctionnement-là, naturellement et même dans tout ce que j'ai appris en montagne et donc voilà, je pense que ça reste quand même une qualité, pour la montagnarde que je suis, c'est d'être, extrêmement rigoureuse. Je laisse rien passer au hasard parce que Hmm. je suis habituée à ce que ce soit grave si je le fais. Donc je le fais pas. Je laisse pas de hasard, quoi, dans tout ce que je fais. C'est super intéressant ce constat que tu fais avec ton œil de montagnarde sur l'univers de la voile. Tu penses que ça vient de d'où cette différence de la façon dont les voileux abordent leur discipline? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, alors c'est des réflexions que j'ai en ce moment, hein, c'est pas du tout abouti, c'est juste des pistes auxquelles je réfléchis en ce moment. J'ai l'impression que, les budgets, en fait, qui sont inhérents, au monde de la course au large, ils Ah sont oui. pour beaucoup. C'est-à-dire que, un projet de course au large, il ne marche qu'avec des énormes budgets. Donc ça veut dire des sponsors ou des mécènes et qui sont reconduits ou pas et donc en fait, les marins sont toujours à la recherche de partenaires et des fois ça marche, des fois ça marche pas et donc en fonction de si ça marche ou pas, ça change complètement leur programme. Donc des fois, quelques mois avant une course, ils savent pas s'ils vont pouvoir la faire, ils savent pas si l'année d'après, ils vont pouvoir continuer à faire ça, ils savent pas s'ils vont pouvoir se rémunérer, donc il y a quand même une énorme incertitude qui est liée au budget et par contre, bah, du moment où ils signent un contrat, d'un coup, il faut être capable de tout mettre enfin que tout soit déjà mis en place, en fait. Hmm. Donc il y a, c'est marrant, il y a une énorme anticipation parce qu'ils gèrent des projets d'une énorme ampleur, donc ils sont obligés d'avoir énormément d'éléments sous contrôle et à la fois, ils sont obligés d'accepter que tout puisse se construire ou pas, se casser la gueule, et du coup, j'ai l'impression que ça, c'est une partie des raisons pour lesquelles, ça fonctionne beaucoup plus en dernière minute. Hmm. Parce que Ok. c'est vrai que moi, ils me disent à chaque fois que j'évoque ça avec, mes amis marins, ils me disent toujours: «Bah oui, mais le milieu évolue» et ça me satisfait moyennement parce que je me dis: «Nous, en montagne, c'est pareil, tu vois? Les conditions avalancheuses, la météo, tous ces trucs-là, en fait, c'est pareil, on a les mêmes aléas qu'eux avec le vent, quoi». Donc je suis pas sûre que ça puisse être que ça, le fait qu'ils soient plus dans la réaction que l'anticipation. Mais Ok. bon, encore une fois, je fais des grandes généralités. Je suis sûre Oui, qu'il oui. y a il y a plein d'exceptions, mais c'est vrai que la moyenne est un peu différente des Hmm. montagnards. Alors peut-être pour revenir du coup sur bah, ce premier amour qui a été la montagne, euh, comment est-ce que tu es tombé dedans, entre guillemets, et qu'est-ce qui t'a fait dire à un moment donné, ce sera guide, guide avec un aspect formation in fine? Ah ouais, alors là, l'histoire est du coup un peu longue. Je sais pas comment je vais résumer ça. Mais faut imaginer que moi, j'étais le genre d'enfant et d'ado qui faisait pas de sport. Ok. J'aimais pas ça, ça ne m'intéressait pas. J'arrivais toujours à être plus ou moins dispensée, tirée au sort un peu à l'arrière, tu vois. C'était ce genre-là, quoi, une vraie fille qui voulait pas du tout faire de sport. Alors, dans ma famille, il y avait il y avait quand même un esprit un peu montagne parce que mes grands-parents avaient un chalet à la montagne, un chalet de vacances, où moi j'allais passer des vacances tous les étés depuis ma naissance, où je retrouvais les cousins, où on allait faire des balades. Voilà, il y avait quand même un peu cette culture montagne. Et puis je pense que dans ma famille, du coup, il y avait aussi un peu le rêve de la haute montagne où ils avaient fait quelques courses avec guide. Enfin, je parle de ça, c'est mes oncles, mon grand-père. Il y avait eu quand même des petites incursions en haute montagne qui faisaient briller les yeux de toute la famille. Et ça, je pense que je l'ai, malgré moi, je l'avais intégré, quoi. Donc ça, d'une part, mes parents pratiquent toujours d'ailleurs un peu donc l'alpinisme, l'escalade, le ski de randonnée. Mais moi, j'étais en révolte complète avec ça. Hors de question de m'y faire mettre un pied. Donc j'ai une petite pensée pour tous mes profs de PS qui pourraient pas me reconnaître. Sinon, j'ai pas dû retenir mon nom, j'ai pas dû les marquer.
Et donc, voilà à quoi je ressemblais. Et à l'adolescence, du coup, un peu avec cet esprit dissident, je me suis mis au snowboard. Le snowboard, c'était pas vraiment du sport, c'était plutôt cool, c'était une manière d'être un peu rebelle, un peu différent. Je me suis trouvé quelques amis qui étaient là-dedans, et puis du coup, j'avais les posters, j'avais les photos collées dans l'agenda. Enfin voilà, c'était à fond de snowboard. Et puis, donc ça, c'était à l'époque du lycée. Donc je commençais à en faire vraiment beaucoup. Et Et là, tu vivais en station à cette époque? non, j'avais pas mal déménagé toute ma vie, donc j'étais pas nécessairement très montagne, mais par contre, mes parents habitaient vers Grenoble à ce moment-là. Donc, Ok. du coup, j'étais voilà, pas en station, mais il y avait possibilité d'y aller quand même sur les week-ends ou les mercredis. Et puis du coup, ma scolarité, c'était particulier. J'avais pas de plaisir et puis je me projetais pas du tout et c'était un système qui m'allait pas du tout. Donc en fait, quand j'ai eu le bac, un petit peu jeune, ben, j'ai décidé de partir à la montagne pour faire du snowboard. Donc j'avais pas beaucoup plus de plans que ça. Je me suis juste dit, non, les études, enfin j'ai attaqué la fac, j'ai fait un semestre et puis après là, il y a eu un mois après les partiels où la neige est tombée, je suis partie en station travailler et puis en fait, je suis jamais redescendue. Donc voilà comment j'ai débarqué en montagne avec aucun autre plan d'avenir que de faire du snowboard. Et puis, ben, vu que j'allais pas demander à qui que ce soit d'assumer ça à ma place, j'ai trouvé un petit boulot. Alors, j'étais encore mineure, donc c'était pas simple, mais j'étais motivée, donc pas de souci. J'ai trouvé un petit boulot en saison. J'ai fait du snowboard et les premières années, du coup, je bossais pas mal l'hiver en station. Et puis l'été, je partais dans l'hémisphère sud faire du snowboard. Donc, puisque Excellent. là-bas, c'est l'hiver inversé. Donc, en fait, pendant 2 3 ans, je me suis gavée, gavée, gavée de neige. Et puis, je sais pas, je pense que j'avais un rêve soit d'en vivre par le biais de la compétition, parce que j'avais fait un peu de compète, soit peut-être de pouvoir l'enseigner, mais le problème c'est qu'en France il faut passer le diplôme en ski pour pouvoir enseigner en snowboard. Et moi Ok. j'avais pas fait assez de ski, j'avais pas le niveau pour avoir le brevet en ski, donc enfin, c'était impossible quoi d'enseigner. Et puis du coup le côté compète et snowboarder professionnel, ben au bout de quelques années je me suis rendu compte que je sais pas, que ce serait compliqué, j'ai perdu un peu l'espoir à ce niveau-là. Et puis les étés dans l'hémisphère sud, enfin, qui étaient des hivers là-bas, j'en ai fait quelques-uns. Et puis au bout d'un moment, mes copains snowboarders avec qui j'en faisais pas mal l'hiver en France, eux, l'été, ils restaient dans les Alpes et puis ils faisaient le métier d'accompagnateur en montagne. Donc je me suis dit, bah, bon, je vais faire ça un peu comme eux. Enfin voilà, j'avais la caisse vu que je faisais pas mal de rando en snowboard. J'étais sportive, ils m'ont dit: «Ouais, vas-y, fais ça». Donc j'ai fait ça, mais par hasard, quoi. Vraiment, j'ai vu de la lumière, j'ai passé le diplôme d'accompagnateur. Et puis du coup, c'était pas mal parce que c'était un moment où voilà, mes rêves dans le snowboard, ils s'essoufflaient un petit peu. Et puis du coup, Hmm. ça permettait de sortir des boulots de saison. Moi, j'ai pas mal bossé en restauration, en hôtellerie. Voilà, c'était chouette, mais j'aurais peut-être pas fait une carrière là-dedans non plus. Donc Hmm. l'accompagnateur, ça m'a permis d'avoir de m'aérer un petit peu de ça. Et en fait, c'était génial. J'ai découvert un métier par hasard, mais qui m'a énormément plu. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans comme accompagnatrice. Et, euh, et c'était super chouette parce que bah, j'emmenais les gens faire de la randonnée. Donc du coup, moi, je passais ma journée à papoter avec des gens. Alors, vu que je suis une grande bavarde et que j'adore le lien humain, bah, du coup, c'était génial. Et en plus, le support était chouette, quoi. Enfin, tu vois, t'es au soleil, dans des beaux paysages, avoir des animaux, des fleurs. Enfin, c'est le paradis, quoi. Donc, du coup, je me régalais vraiment. Tu Et peux peut-être nous expliquer la différence entre guide de haute montagne et accompagnateur en moyenne montagne? ouais, bien sûr. Alors, en fait, en gros, c'est une différence de moyens utilisés, donc de technicité, c'est-à-dire que l'accompagnateur en montagne, il va faire la randonnée à pied et en raquette, et le guide, il va faire tout ce qui est plus technique, donc avec des crampons, des piolets, des cordes, donc la marche sur glacier, l'escalade, l'alpinisme, le ski de randonnée, le ski hors piste. Et du coup, c'est pas vraiment une question d'altitude parce qu'un accompagnateur peut faire de la randonnée à pied à 5000 mètres en Himalaya, par exemple, et un guide peut faire de l'alpinisme au niveau de la mer dans des massifs un peu Ouais. extrêmes. C'est plutôt les moyens utilisés. Grosso modo, le guide, c'est technique et l'accompagnateur, c'est plutôt randonnée. Voilà.
Sachant qu'après, du coup, dans les faits, un accompagnateur va emmener des groupes, de 12 à 15 personnes, alors qu'un guide travaille, classiquement avec un ou 2 clients et Ah jusqu'à, ouais, ouais et jusqu'à 4 ou 6 sur des disciplines qui le permettent, comme par exemple, le ski hors piste, ou la randonnée glaciaire qui sont moins techniques. Mais du coup, on a un lien beaucoup plus intime, beaucoup moins dilué que celui qu'on a, quand on emmène un groupe de 15 personnes, quoi. Donc d'accord. l'accompagnateur, il va avoir beaucoup plus un rôle social et de transmission de connaissances, etc. Alors que le guide peut avoir ça, mais il a surtout un rôle de technicien et d'expert du milieu dangereux de la haute montagne, quoi. C'est plus Ouais, ça. OK. Ouais, parce que j'avais regardé à une époque, le parcours pour devenir, c'est AMM, c'est ça l'abréviation, accompagnateur Ouais. moyenne montagne? Et c'est vrai que je me rappelle qu'il y avait une notion quand même hyper importante de connaissance sur le territoire. Si je me trompe pas, il fallait, en fait, tu candidatais pour devenir, AMM, sur un et tu passais un examen où il y avait des questions liées à un territoire en particulier. Par exemple, je sais pas, les Préalpes ou, tu Ouais, vois, alors pas forcément un lieu géographique en particulier, mais par contre, c'est vrai que tu es questionné sur, tes connaissances en géologie, en faune, en OK, flore, en patrimoine, voilà, donc tu as des prérequis pour pouvoir entrer en formation et ensuite, c'est le gros de la formation, c'est là-dessus, c'est sur tes compétences à connaître et transmettre toutes ces choses-là, quoi. Sachant qu'après tu peux te spécialiser, donc tu as des accompagnateurs qui vont faire, que d'un thème, d'autres qui vont être plus généralistes, mais ouais, c'est plus un métier de transmission et de partage de ouais. ces connaissances-là, là où le guide, il va être plus sur de la technique, quoi. Super. OK, bon, bah, c'est beaucoup plus clair. Donc AMM, enfin accompagnatrice pendant 10 ans, tu disais? Pendant 10 ans, voilà, c'est ça. Donc en fait, pendant ces 10 ans-là, bon, le snowboard, ça commençait à être révolu dans ma tête, voilà, j'avais saturé et puis du coup, j'ai découvert l'alpinisme. Alors, j'avais quand même fait pas mal de snowboard en pente raide, donc j'avais déjà une notion de, tu vois, de la verticalité, de l'engagement, et cetera. Mais donc j'ai découvert, l'alpinisme au sens, plus, escalade, les glaciers, enfin tout cet univers-là. Donc forcément, vu que je gagnais un peu de temps et d'énergie à plus faire de snowboard, bah, j'ai tout mis dans l'alpinisme. Accompagnateur, c'était mon métier, c'était pas, ma passion, mes loisirs et cetera. Donc en fait, tout mon temps libre, il passait dans l'alpinisme. Alors, ça a commencé par la cascade de glace un peu par hasard parce que j'ai commencé l'hiver et puis après, j'ai découvert tout le reste et je suis devenue complètement barjo à vouloir faire tout que ça. Donc du coup, pendant que je faisais mes saisons d'accompagnateur l'été, à travailler 6 jours sur 7, bah, le septième jour, j'allais faire de l'alpinisme. Dès que je finissais la saison, tac, je partais 2 mois en voyage, faire de l'alpinisme ou de l'escalade ou un truc. Je revenais l'hiver, je bossais encore en restauration, mais tous mes congés, je faisais du ski ou de la cascade de glace. J'avais négocié avec mon patron mes horaires pour pouvoir aller faire du ski de rando le matin avant de bosser. Enfin, c'était Ah ouais. Ah, tu devais ouais. avoir la caisse à cette époque. Enfin, j'imagine que tu l'as toujours aujourd'hui vu ce que tu fais, mais punaise, OK. Voilà, donc c'était Et vraiment, il y avait que ça qui tournait dans ma tête, quoi. Et et puis du coup, j à ce moment-là, j'avais pas encore l'idée de faire guide parce que j'étais vraiment persuadée que c'était réservé aux autres, tu vois? Que c'était pas du tout accessible, que jamais j'aurais le niveau, que, c'était même pas de la pudeur à l'assumer, c'était vraiment que j'y croyais pas du tout, quand on me disait ça, enfin: «Tu feras guide un jour», j'éclatais de rire, quoi. J'ai dit: «Non, non, moi, impossible». Donc j'ai pratiqué comme ça pour moi un moment et puis j'ai eu envie de faire partie d'une équipe dont j'avais entendu parler, qui est l'équipe, nationale féminine d'alpinisme, qui est une équipe formée par la FFME, une des 2 fédérations françaises, d'alpinisme et donc c'est un cursus où les jeunes sont sélectionnés pour, 2-3 ans et elles sont formées donc par des guides et puis, elles partent un peu aux 4 coins d'Europe ou du monde pour progresser sur tous les terrains et à la fin, il y a une expédition, qui clôture le cursus et donc, je me suis entraînée pour ça. J'ai intégré cette équipe, voilà, pour 3 ans et donc ça m'a permis d'avoir une pratique entre femmes et ça, c'était très nouveau, en fait. Moi, j'avais pas connu ça avant et ça a changé ma vie, clairement. Parce que le rapport est hyper différent, donc le rapport entre nous et puis, du coup, le rapport de moi avec moi-même et ben, il a changé. Je pense que, donc moi, je blâme personne, hein, vraiment, je pense que c'est culturel, sociétal, c'est, dans nos gènes, j'en sais rien, mais grosso modo, les femmes
Moi, j'ai l'impression que de manière générale, elles ont du mal à se faire confiance et moi, j'étais vraiment complètement là-dedans et et les hommes ont un côté un peu protecteur de manière générale et donc ce qui fait que la situation classique, c'est, tu es en montagne, une cordée mixte avec un homme et une femme, si la femme, c'est son tour de grimper en tête, elle regarde la longueur à grimper puis elle dit: «Oh là là, ça a l'air dur, j'ai peur, je sais pas si je vais y arriver». C'est un schéma, hein, mais ça marche assez souvent. Bah, l'homme très, enfin, de manière très sympa va lui dire: «Bah, si tu veux, j'y vais». Et la femme va lui répondre ouais, ok. Et du coup, je blâme personne dans les deux, mais le résultat au final, c'est que les femmes ont tendance à se mettre en retrait parce qu'elles ont peur de pas être assez rapides, de mal faire, d'échouer, de ralentir la cordée. Et les hommes veulent pas pousser les femmes trop loin parce que ben, quand on leur dit qu'on a peur, ils disent voilà, si elle a peur, c'est qu'elle a pas le niveau. Alors qu'en fait, c'est des choses très différentes. Mmh. Et du coup, entre femmes, moi, j'ai trouvé que c'était très différent. C'est tu dis: «Ben, oh, cette longueur a l'air dure, j'ai peur, je sais pas si je vais y arriver». L'autre te dit: «Mais si, tu as fait vachement plus dur, t'inquiète pas, attends, tiens, je te donne à manger et puis, vas-y, de toute manière, c'est ton tour, et puis vraiment, si tu y arrives pas, on trouvera une solution». Et bon, ben, hop, ça te rebooste un peu, puis tu y vas et en fait, tu l'as fait la longueur, quoi. Et ce lien-là, en fait, moi, il a été vraiment bon pour moi, quoi. Ça m'a vraiment poussé à un autre niveau que ce que j'avais avant, quoi. Juste le fait voilà, de me positionner différemment, d'accepter que même quand tu es dans l'inconfort, que tu as peur et que tu doutes, en fait, tu peux y arriver hem et voilà, tu es pas obligé de te mettre en retrait ou en tout cas, même quand on a très envie, l'autre, elle te laisse pas faire parce qu'elle a pas du tout envie d'y aller. Donc voilà, donc en fait, cette équipe, ça m'a permis d'avoir cette pratique-là avec d'autres femmes et puis, notamment de faire les 400 coups avec ma copine de l'époque que j'avais rencontrée dans l'équipe qui était archi motivée aussi, Marilyn, si tu nous entends, je me rappelle bien toutes ces belles années et donc là, bah, on a enchaîné, enchaîné, enchaîné les courses, on s'est gavés, quoi. C'était trop bon, alors, voilà, on a fait toutes les grandes classiques, beaucoup des écrins parce que moi j'étais dans les écrins à cette époque-là, donc toutes les classiques des écrins, tous les week-ends, on était en montagne. Alors moi j'avais un système, c'est que je bossais 6 jours sur 7 en rando et j'avais une copine qui pouvait me remplacer un jour. Donc je pouvais avoir finalement 2 jours de congé avec, ma copine qui me remplaçait en rando. Donc j'avais OK. 15 jours de congé, donc normalement tu fais une journée, tu montes en refuge et le lendemain tu fais la grande course. Sauf que moi, dans ma tête, je me disais: «Ouais, mais alors, si je fais ça, j'ai plus jamais de repos, quoi», tu vois? Je faisais 5 jours de rando, 2 jours d'alpinisme et j'enchaînais 5 jours de rando, 2 jours Ouais. d'alpi, j'étais cuite. Donc je disais à ma copine, je dis: «Ben, on n'a pas le choix, il faut tout faire à la journée, comme ça on a un jour de repos après». Et du coup, elle était sympa, elle a accepté. Donc en fait, on faisait toutes nos courses, on les faisait, à la journée au lieu de les faire sur 2 jours, quoi, des malades. Waouh! On dormait OK. pas en refuge, on partait tout en bas, on montait tout en haut et on redescendait et le lendemain, on faisait rien. Punaise. Et tu dirais que c'est quoi qui fait que tu as accroché à ce point, j'ai presque l'impression, enfin, là, c'est très négatif comme connotation, mais presque, tu vois, cette boulimie qui s'est installée de course, de faire un max de montagne, un max de montagne. Qu'est-ce qui fait que tu as accroché à ce point aussi vite et aussi fort? Ouais, c'est une bonne question, je pense que ça tient beaucoup à mon tempérament. Donc moi, j'aime bien, relever des défis, en tout cas dépasser l'idée que j'ai de ce qui est possible pour moi. Je me Mmh. limite vachement, j'ai des croyances hyper limitantes sur qui je suis, ce que je peux faire et comme beaucoup de gens, hein, c'est pas très original et moi j'adore bousculer ça et m'empêcher d'être conditionnée par ça. Et et puis du coup, moi je trouve aussi qu'en montagne, c'est un terrain de création parce qu'en fait, il y a pas une manière de faire, il y en a 1000. Et du coup, tu vois, cette petite anecdote de dire: «Bah, tiens, nous, on fait les courses, à la journée au lieu de les faire sur 2 jours», on terminait dans un sale état, hein, c'était pas glorieux à la fin, on boitait en rentrant à la voiture tellement qu'on s'était mis, des chantiers. Mais par contre, tu dis: «Bah, OK, ça c'est un style, c'est ton style, quoi», tu vois? C'est la manière dont tu aimes faire les Mmh. choses, et en fait, il y a de la place pour toutes les manières de faire en montagne. Donc je trouve que c'est un terrain, de beaucoup de liberté, de créativité et où tu peux te permettre d'aller vers quelque chose qui te correspond et te fait grandir toi, quoi. Et puis après, c'est vrai que c'est beau. Enfin, tu vois, ça reste, je pense qu'on oublie de le rappeler, mais en fait, la beauté, ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien de voir des beaux paysages, des belles choses. Je pense que les gens qui aiment l'art, ils ressentent ça aussi. C'est qu'en fait, on se nourrit et ça rend heureux de voir du beau et honnêtement, tu arrives en haut d'un sommet, ça a beau être le millième, c'est toujours aussi beau, quoi. Et tous ces moments-là, ben,
tu les emmagasines et tu le transformes en bonheur, quoi, en des petits Ouais, bonheurs, mais tu en mets plein d'affilée et tu as envie d'en mettre encore et encore et encore. ouais. Et tu me Mmh. fais penser à, tu vois, quand tu parles de beauté, c'est marrant, c'est une réflexion que je me suis faite cet été. Donc cet été, j'ai fait un peu de voile et on a fait une traversée sur 24 heures. Et donc, bah, à un moment donné, dans la nuit, voilà, je suis sorti et il y avait des manips à faire, machin. Et en fait, bah, en mer, c'est tout bête, mais il y a zéro pollution lumineuse, parce qu'on était vraiment au large. Donc, tu vois la Voie lactée. Et, Mmh. et bon, ce qui, moi, me fascine à chaque fois. Et en fait, dans le même été, j'ai eu une autre occasion de rester pendant, je pense, je restais quasiment 2 heures allongé par terre en train de regarder la Voie lactée. C'était en rando, tu vois, près d'un sommet. Et c'est vrai que dans les deux cas, tu te dis, mais en fait, c'est fou, mais on a ces environnements qui sont, entre guillemets, à portée de main, dans lesquels tu vois, c'est relativement facile d'évoluer. Il n'y a pas besoin de, je sais pas, prendre un avion ou c'est à proximité de chez nous. Et on a accès à Enfin, la Voie lactée, tu peux pas la voir si tu es en ville, c'est impossible. À partir du moment où tu as une petite pollution lumineuse, c'est pas possible de le voir, tu vois. Et du coup, ouais, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que bah, parfois on l'oublie, mais en fait, il y a des trucs absolument incroyables qui sont vraiment à portée de main, accessibles à n'importe qui. Mais voilà, il faut marcher un petit peu ou tu vois, aller faire un petit peu de voile pour y avoir accès. Et c'est peut-être d'ailleurs le parallèle que je ferais entre mer et montagne. Tu vois, je te demandais en intro. Mais pour moi, c'est ça aussi, comme tu Ouais, viens de le ouais, dire, tu vois, c'est le fait d'accéder à une nature préservée, à des trucs qui sont juste beaux, quoi, ouais. parce que il y a rien d'autre autour. Puis ce qui est marrant, tu as vu, c'est qu'on se lasse pas, quoi. Moi, souvent, les gens, Ouais. ils me disent, «On dirait que c'est ton premier sommet», tu vois? Je fais toujours, beaucoup trop de photos, et j'arrive en haut et je m'exclame comme une gamine: «Ah là là», enfin, tu vois? Et les gens me disent: «Mais tu te lasses pas?» Et je dis: «Ah mais non», et je pense que tu vois, on peut pas se lasser de, comme tu dis, de ce million d'étoiles que tu as au-dessus de la tête, Ouais. ça reste toujours aussi incroyable, quoi. Enfin, en tout cas, moi, chaque lever de soleil, chaque coucher de soleil, me fait le même effet. J'ai 40 000 photos dans mon téléphone, je pense que la moitié, c'est des levées et des couchers de soleil, pourtant c'est toujours orange. Mais à chaque fois, je me dis: «Il est tellement incroyable que je vais lui faire 50 photos à celui-là», quoi, tu vois? Ouais, C'est ça, c'est quand même c'est chouette d'avoir, ce truc illimité de c'est clair. plaisir, ouais, à Et de portée de main. pouvoir, d'avoir le luxe de prendre le temps dans ces moments-là aussi pour en profiter. Ça, c'est Ouais, c'est alors pareil là, aussi. j'ai l'impression qu'on a plus le temps en mer, parce que tu as quand même plus de moments où il y a moins d'actions à avoir et où tu peux te permettre effectivement de contempler. Alors, ça doit dépendre des conditions, hein. C'est sûr qu'en pleine tempête, tu vas pas trop contempler, mais en montagne, on est absolument tout le temps en mouvement. En mer, c'est Mmh. le bateau qui est en mouvement. Donc des fois, si le bateau, le mouvement est bien géré, bah, toi, tu peux être un peu plus au ralenti. Alors qu'en montagne, le ralenti, on n'y a pas droit, quoi, parce qu'on sait jamais comment ça va tourner, donc on est toujours à essayer de gagner du temps au cas où on doive en perdre après. Du coup, j'ai l'impression que c'est même encore plus fort, en mer, ces temps d'observation, où tout s'arrête, quoi. Ouais. En montagne, c'est plus, quand tu arrives au sommet, tu t'accordes, allez, un quart d'heure, une demi-heure, mais tu as toujours l'œil sur la montre qui te dit, «Faut pas traîner», quoi. Ouais. Ouais. Oui, et puis en mer, des fois, les temps de pause, ils sont imposés aussi. Si tu as pétole absolue, tu pas le choix, en fait, il y a rien à faire, quoi. Oui, c'est pas les moments les plus reposants parce qu'en fait, tu es comme un dingue à essayer de faire à peu près avancer le bateau, à Ouais. tenir la voile, tu arrives pas à tenir, donc finalement, c'est pas le plus reposant quand il y a pas du tout de vent, quoi. C'est pas là où tu es le plus détendu. Ouais, j'ai beaucoup moins d'expérience que toi, donc oui, je veux bien te croire sur le fait que si tu es en régate à essayer de trouver du vent, tu dois avoir autre chose à faire que regarder les poissons qui passent autour du bateau, mais bon. Mais ce Non, mais qui pardon, vas-y. ouais, non, je pensais quand tu parlais des étoiles en mer, je me dis, là, le dernier, c'était quoi? Vers le 12-13 août, on finissait, la course, en double qu'on a faite, cette année pour qualifier notre équipage pour la Jacques Vabre. Donc on finissait une course qui a duré 5 jours et c'était, ben, vers le 12-13 août, là, une des nuits des étoiles filantes. Je sais pas s'il y a une date précise ou si c'est une période, mais bon, bref, on est arrivé à 5 heures du mat, on a passé la ligne d'arrivée et toute la nuit qui a précédé, il y avait très peu de vent, donc on avait quand même le temps de regarder le ciel et il pleuvait des étoiles filantes toute la nuit. Et donc moi, je passais mon temps à me dire: «Tiens, je regarde d'un côté et là je dis: "Je veux voir une étoile filante"» et paf, il y avait une étoile filante. Je mettais la tête de l'autre côté: «Là, je veux en voir une» et paf, il y en avait une. C'était génial. C'est à la demande. Il Ouais, suffisait bah, de regarder, tu c'est voyais. c'est le week-end où j'étais, en montagne justement. Ah ouais, c'est Ouais, donc incroyable, ça, hein. c'est clair que c'était incroyable. Mmh.
La question que je me pose, c'est parce que tu nous t'expliquais que tu faisais toutes ces sorties, toutes ces courses, quand même relativement techniques et très engagées, en montagne alors que tu étais pas encore guide et que tu avais cette espèce de croyance qui te faisait Mmh. penser que, tu pouvais pas le devenir. Qu'est-ce qui fait que là, quand tu as basculé sur l'univers de la mer, moi j'ai l'impression que ces croyances, elles y sont pas. Parce qu'en réalité, enfin, quand je vois le niveau des courses que tu fais, l'engagement, la technicité, de ce que tu ambitionnes de faire, dans peu de temps, moi j'ai pas l'impression d'avec, mon œil extérieur, tu vois, que, tu t'es freiné ou que, Ouais, il y a eu que je cette doute. notion de, tu vois, je me limite. Ouais. Ouais, c'est assez marrant, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est quelque chose chez moi qui surprend souvent les gens. Quand je dis que j'ai pas confiance en moi, les gens me croient pas parce que, bah, peut-être que parce que j'ai une carapace, peut-être parce que j'ai fait des gros trucs, je sais pas ou alors après, voilà, dans le secret de mes pensées, de mon intimité ou de mon chez moi, c'est un peu différent. Mais tu as raison, tu as quand même raison sur le fait que j'ai beaucoup moins d'appréhension à arriver dans le milieu de la mer, de la course au large, on va dire. Je pense que je me suis fait des très beaux cadeaux dans ma vie, notamment en passant le diplôme de guide. Et puis aussi une grosse ascension en solitaire qui a marqué ma vie, dans le sens où c'est des choses qui, officiellement, pour moi, ont marqué un certain niveau, qui me forcent. Quand je doute, je suis obligée de me rappeler que j'ai fait ça et que ça, Mmh. c'est validé et que même si je doute, j'ai réussi à dépasser des choses qui étaient trop grosses pour moi à l'époque, qui me semblaient trop grosses. Et en fait, je pense que ça m'a apporté de la sérénité et en tout cas une pensée que si je mets de l'énergie, je peux arriver quelque part, quoi. Waouh, alors là, tu nous en as trop dit. Il faut absolument que tu nous expliques qu'est-ce que c'était que cette ascension? Alors, ouais, sachant que dans la chronologie, on n'avait pas fini l'histoire de comment je devenais guide, mais c'est pas grave, non? Ou tu veux qu'on Non, alors revenons sur Guide. Comment est-ce que non, mais tiens. ça serait carrément intéressant parce que tu parles de moments où tu t'es dépassé et où tu vois, tu as affronté des projets qui étaient peut-être plus grands que toi ou que tu pensais plus grands que toi Ouais, et visiblement, clairement, le fait de passer ton monitorat, ça en a fait partie donc ouais, peut-être qu'on peut repartir de là. C'est-à-dire qu'est-ce qui ouais, fait qu'à un moment donné, tu as basculé, tu l'as ouais. fait et Et après ouais, sur quelle ascension, sur, ouais, ouais, sur cette histoire-là. Bah, du coup, en fait, de faire toutes ces grandes courses avec cette copine, encore des féminines, où d'un coup on devient plus crédible, on prend confiance en nous, on fait les longueurs dure nous-mêmes, voilà, l'expérience s'accumule et puis en fait pour rentrer à l'examen, enfin pour rentrer à l'école des guides, donc qui s'appelle l'ENSA, l'École nationale de ski et d'alpinisme, qui est une école unique en France qui est à Chamonix. Pour rentrer à cette école pour la formation de guide, tu dois passer un examen d'entrée qui est la partie la plus difficile, on va dire, du diplôme. Donc tu as entre 150 et 200 personnes qui présentent cet examen chaque année pour une quarantaine de places. Et ah toutes oui. les personnes sont à peu près au niveau, quoi, tu vois. Donc, et pour avoir le droit de présenter cet examen, tu dois attester de ton expérience avec une liste de courses que tu as déjà réalisées en montagne, à un niveau très difficile. Et du coup, ben, en fait, moi, quand secrètement j'ai commencé à aller regarder les modalités pour cet examen, je me suis rendu compte que la liste de courses, en fait, je l'avais haut la main depuis un moment parce que j'avais eu ces années de pratique en montagne à fond et du coup, bah, déjà ça m'a aidé à y croire un peu plus et puis, je pense qu'il y a eu un élément, un peu déclencheur, dans ma vie. C'est une anecdote mais qui est assez importante. C'est que quand j'étais dans cette équipe féminine, avec donc 7 autres, femmes, on était 8. On était encadrés principalement par des hommes, mais on a eu 2 stages encadrés par une femme guide, Valérie Hommage, donc qui était en parallèle, elle était professeure à l'ENSA, l'École nationale de ski d'alpinisme. Et du coup, bah, de la rencontrer, ça m'a un peu démystifié la position de la femme guide. Alors non pas que Valérie soit pas géniale, hein, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais par contre, elle était hyper humaine, quoi, tu vois. Elle avait une vie ben, comme tout le monde, d'une femme normale, avec ses doutes, avec ses fragilités. Elle a dû me dire, je sais plus exactement le nom, mais elle a dû me dire qu'elle n'arrivait pas à enchaîner 10 tractions. Et donc en fait, ça a donné une figure hyper humaine à la femme guide qui pour moi avant était sur un piédestal, quoi, tu vois. Je pensais que c'était que des extraterrestres qui avaient réussi à passer le Mmh. diplôme. Et donc à ce moment-là, plus le fait que ma liste de courses était largement faite, et ben voilà, je me suis dit allez, je me lance à mon tour. Mais voilà, il s'est passé des années avant que j'arrive à me dire ça.
Et puis après, j'ai eu plusieurs années de blessures, donc qui étaient, à la fois, bon, c'est dommage et à la fois je me dis, c'était pas un hasard, c'était que je mettais aussi une énorme pression sur la réussite de l'examen d'entrée. J'avais vraiment la peur de l'échec, j'avais peur de pas être à ma place, je doutais beaucoup aussi et du coup, il m'a fallu des années à gérer ces blessures aussi avant de pouvoir avoir l'examen. Donc c'est pas un parcours tout tracé, quoi. C'est pas, Mmh. j'ai pas lu des bouquins de montagne petite à 18 ans, Ouais. à tout niveau et à 20 ans, pousser toutes les portes, haut la main, ça a pas été comme ça. Moi, il y a eu un gros travail quand même sur mon positionnement, ma confiance, voilà. Donc ça, c'était ouais, c'était des choses qui étaient dures à faire et à la fois hyper formatrices et qui m'ont construite parce que du coup, je me rappelle très bien avec mes tripes à quel point j'ai douté, tu vois? À quel point, j'en ai bavé, j'en ai pleuré et puis tu sais, cet examen, il est difficile parce que tu es obligé de tout donner. Alors à moins d'être doué, il y en a, hein, qui sont très doués et qui forcent moins, mais la majorité des gens qui préparent cet examen, ils donnent tout, quoi. C'est-à-dire que tu mets un peu, de côté ta vie de famille, ta vie professionnelle, tes amis, tes loisirs pour faire que t'entraîner, que t'entraîner, que t'entraîner et ça pendant, des mois, des années, quoi et donc comme il y a qu'un examen par an, quand tu le rates et ben, il faut y retourner l'année d'après et donc ça te bouffe quand même une partie de ta vie où tu es un peu monomaniaque, quoi. Tu fais que ça. Donc à la fois, ce que je voulais dire, c'est que tu es obligé de tout donner si tu veux y arriver, pour atteindre le niveau nécessaire et c'est pas parce que tu donnes tout que tu as une garantie Mmh. de quoi que ce soit. Donc c'est l'engagement, quoi, tu vois? C'est se dire, «Je me donne les moyens, mais l'issue, elle sera peut-être, pas dans la réussite, quoi» et Ouais. ça, c'est mentalement, c'est pas simple. Mais je pense que c'est commun à tout en fait, ça ressemble vachement à tous les sports de haut niveau, quoi. C'est de se dire, tu donnes tout pour y arriver, mais tu connais pas le résultat, quoi. Ouais, Ouais, exactement. Tu contrôles pas, disons que tu contrôles les actions que tu mets en place pour atteindre le résultat, mais en réalité, ils ouais, dépendent pas vraiment de toi, ouais, c'est ça. clairement. Mais c'est super, c'est super intéressant ce que tu dis sur le enfin tous ces exercices d'introspection, de comprendre comment est-ce que tu fonctionnes, prendre connaissance de tes croyances, par rapport à l'examen. Parce que c'est vrai que, enfin moi typiquement et pourtant, j'adore la montagne et tu vois, je pense que, j'ai lu pas mal de récits d'alpinistes, j'ai déjà discuté avec pas mal de guides, mais j'avais jamais vraiment entendu avant, ce volet, encore une fois, «développement personnel» entre guillemets. Pour moi, guide de haute montagne, c'était, des monstres techniques et des mecs, qui ont 4 cœurs et 20 poumons, quoi, tu vois? C'est tout. J'avais pas forcément, conscience, comme tu dis, du fait que, bah, oui, bon, déjà chacun a son parcours, mais que, évidemment que, c'est un petit peu comme si tu préparais, des championnats du monde, quoi. Tu vois, il y a, l'engagement, le fait d'être, d'être sûr de où est-ce que tu vas, les sacrifices que ça implique, voilà, il y a pas que l'aspect technique et Mmh je fais 30 courses par semaine, quoi. Donc c'est et ouais. super intéressant de voir que, bah, voilà, toi, ça a été tes challenges et qu'au final, ce qui est génial, c'est de voir que tu as réussi à surmonter tout ça. Ouais et puis moi, ce qui était dingue, c'est qu'il y avait ces blessures qui étaient, bah, c'était drôle, hein, tu vois? Bien sûr, tu peux dire: «Oh bah non, c'est un hasard, c'est pas de chance, tu t'es tordu la cheville», mais en fait, c'était toujours très symbolique. C'était placé juste avant les examens, c'était, je vais pas dire que c'était de l'auto-sabotage parce qu'on n'en sait rien et c'est juste une théorie, mais en tout cas, ça m'obligeait à vachement me remettre en question, quoi, à me dire: «Pourquoi je me blesse, Mmh. à ce moment-là, de cette manière-là?» Et puis du coup, les gens y allaient de leurs commentaires, tu vois? Moi, j'ai eu pas mal de gens qui me disaient: «Oh là là, tu t'es blessé, 2 fois de suite juste avant de passer ton examen, bah, il faut peut-être te poser des questions, c'est peut-être pas pour toi» et ça, moi, ça résonnait en moi, mais d'une manière, triste parce que je me disais: «Non, c'est pas vrai, quoi. C'est pas ça. C'est pas que je suis à la mauvaise place», et donc j'ai cherché pendant longtemps, le sens, quoi, de ces blessures et de pourquoi j'arrivais pas à pousser la porte. J'avais jamais raté l'examen d'entrée, j'avais juste pas réussi à aller faire toutes les épreuves à cause de mes blessures et en fait, un jour, j'ai eu, par hasard une conversation avec une nana qui m'a dit, «Mais en fait, ce qui t'arrive, ça a aucune importance. L'important, c'est ce que toi t'en fais» Mmh. et ça a été un déclic, alors que c'est vraiment une pensée toute bête, mais moi, le déclic, ça a été de me dire: «Aujourd'hui, après, donc 2 années de blessures consécutives, je suis encore plus motivée qu'avant mes blessures». C'est-à-dire que j'ai aucun doute sur le fait que je vais y retourner et que je veux faire ça, quoi et ce qui a été génial, c'est qu'en fait, ça a vraiment assis ma motivation et ça m'a rendue plus forte et après, du coup,
après 2 années de blessure, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit: «Bah, maintenant, il faut que je travaille mon positionnement face à l'examen» et donc là, j'ai fait pas mal de sophro, j'ai beaucoup bossé en visualisation et en fait, mon objectif n'était plus d'avoir l'examen, mais était d'être capable de donner, 100 de mes capacités ou 99, on va dire et le résultat, j'avais accepté de m'en détacher et c'était assez marrant, c'est que les gens qui m'avaient connu les 2 premières années où je me préparais, où je me suis blessée et qui m'ont vu cette troisième année où j'avais fait 6 mois de travail vraiment sur mon positionnement par rapport à l'enjeu, ils m'ont dit: «Ah ouais, mais là, c'est juste pas la même personne». Alors que techniquement, j'étais pas plus forte, j'avais maintenu mon niveau, mais j'avais pas gagné. Mais par contre, j'étais indestructible à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que j'étais décidée à donner ce dont j'étais capable et à le rater si ce niveau-là ne suffisait pas, tu vois? Et ce qui est marrant, c'est que, Waouh! ouais, à tel point qu'en fait, donc on a plusieurs épreuves et en fait, j'ai pris la meilleure note que j'ai pris à toutes les épreuves, c'était là où j'avais, mon point faible et c'est là où j'ai fait le plus de points tellement que, tu vois, dans ma tête, c'était posé, j'étais là pour donner mon max et donc j'ai donné, quoi. Waouh! Et ce qui est Tu sais à marrant, qui c'est tu me fais tu me fais penser à j'ai eu vraiment la chance d'avoir 3 invités, sur le podcast. J'ai de la chance avec tous mes invités, mais 3 en particulier qui sont, des anciens des forces spéciales, et donc ils sont tous passés par, la même chose, le même examen, qui a pas changé depuis, 60 ans, qui s'appelle le stage commando, qui dure 9 semaines et qui est un truc, enfin, absolument, atroce, physiquement, mentalement, tout ce que tu veux et en fait, sur les 3, il y en a un, qui l'a raté la première fois, Tony, et qui expliquait que, en fait, un petit peu comme toi, c'est-à-dire que la première fois, il se disait: «Ça serait pas mal que je réussisse», tu vois? Ou, «Il faudrait que j'y arrive». Il y a eu une blessure. Aujourd'hui, il dit que cette blessure, elle a plus été psychologique qu'autre chose. Par contre, la mmh deuxième fois, quand il est retourné, c'était, «J'y laisse mes dents, mes pieds, mes jambes, je donne tout à 300 et je vais y arriver». mh, Et c'est vraiment un discours que j'entends, que j'ai aussi entendu avec Anthony Bourbon qui est entrepreneur, pas forcément, sportif aventurier, mais entrepreneur et qui disait la même chose, qui a créé une boîte, qui vaut, 300 millions 4 ans plus tard, et qui disait: «Mais j'aurais pu créer une boîte de slip ou de d'alcool ou n'importe quoi, ça aurait marché parce que j'ai une détermination, à toute épreuve». mmh. Et c'est clairement ce que j'entends avec toi et quand tu en parles, d'ailleurs, enfin là, moi j'ai de la chance, je te vois, mais pour les auditeurs, les auditrices, je pense qu'ils l'entendront aussi. La façon dont tu l'as dit, tu vois, c'était vraiment, voilà, je suis revenu, j'étais déterminé. Ça s'entend, tu vois? Donc je trouve ça juste génial de voir comment tu as réussi, à rebondir et à changer ton état d'esprit en te disant, «Je donne tout, 300 quel que soit le résultat». Puisqu'encore une fois, le résultat, bah, c'est voilà, on le contrôle Ouais, pas vraiment, mais par contre, on ouais, contrôle, ce voilà, la façon dont les actions qu'on met en place. ouais. Et Mais ça du ça coup, tu l'as fait de façon empirique toute seule ou tu as été, accompagnée? et ben, j'ai été accompagnée, voilà, par un gars qui faisait un peu de la préparation physique et qui était kinésiologue et sophrologue à côté. Donc qui était quelqu'un OK. qui alliait vraiment et la performance et tout le positionnement mental autour. Voilà, qui a eu, je pense, une grande importance pour moi, dans ce passage-là parce que d'une part, il comprenait le fonctionnement de l'entraînement, d'une échéance, donc il était vraiment dans des sports, poussés et puis à la fois, il connaissait aussi les rouages des différentes personnalités, et notamment de la mienne et des complications que j'avais, quoi. Et puis après, moi, j'ai mis beaucoup de régularité, c'est-à-dire que je m'entraînais, bah, mentalement, en plus du boulot physique, je me forçais à m'entraîner entre une demi heure à 1 heure tous les jours, 5 jours par semaine, à faire, bon, bah, tout un petit circuit, si tu veux, comme tu ferais un circuit training, de préparation physique. Bah, moi, du coup, je le faisais mentalement. Donc j'avais, tout un conditionnement pour me détendre et puis en état de détente, aller à ancrer, tu vois, des images positives et puis de ces images positives, travailler des points techniques spécifiques et que je remettais en pratique le lendemain dans mes journées d'escalade ou de pratique, de la montagne. Donc en fait, c'était vraiment, j'étais hyper assidue cette année-là et ça m'a fait du bien, tu vois? Ça m'a donné un cadre aussi à me dire: «Bah, je sais où je mets mon énergie, même si j'ai aucune garantie du résultat, moi, c'est méthodique, quoi. C'est méthodique, je mets le volume qu'il faut là-dessus» et donc j'ai passé, voilà, le temps que j'aurais peut-être passé d'habitude à stresser et à imaginer le pire, bah, là, je le passais à me calmer et à, au contraire, faire du positif pour mon moral et je pense que c'était super, quoi et notamment, ça m'a permis d'arriver aussi beaucoup plus solide à l'entrée en formation. Alors que si finalement je m'étais pas blessée 2 ans avant et que j'étais rentrée directement, à l'école, à l'ENSA, à mon avis,
j'aurais souffert. J'aurais vraiment beaucoup plus souffert que ce que ça a été le cas là, parce que il y avait besoin d'être vachement d'aplomb, quoi. C'est une formation qui passe bien pour certains et qui est hyper dure pour une partie d'entre nous, quoi. C'est hyper exigeant. Et donc finalement, le travail que j'avais fait pour l'examen d'entrée, juste pour quelques épreuves de cet examen, bah, elle m'a vachement servi pour tout le positionnement dans la formation. Donc heureusement, enfin, tu vois, Un c'est mal pour un facile à bien. dire quand ça a marché. Ouais. Voilà, c'est ça. Maintenant, je me dis Super. que ça a eu une utilité, quoi, ces Ouais. échecs-là. Et puis, par contre, après, c'est facile maintenant d'avoir le sourire et puis de dire: «C'était bien», mais il fallait me voir, c'était le drame, quoi. Enfin, tu vois, chaque blessure où je perdais un an, c'était de la torture, quoi. Mais, heu, mais bon, voilà, je suis là aujourd'hui, donc Et émotionnellement, comment est-ce que tu as réagi quand tu as eu la réponse positive que ça y est, tu intégrais la formation et que c'était bon? hem, ben, c'est assez drôle parce que en fait, tu eu des épreuves l'hiver et des épreuves l'été. Donc le gros de l'examen, il est l'été, on a 15 jours d'épreuves. La première semaine, c'est tous les jours une épreuve technique différente avec le soir, ils affichent la liste des admis pour le lendemain et les autres rentrez chez eux, revenez l'an prochain. Ah ouais. Donc tous les soirs, tu vas voir la liste, voir s'il y a encore ton nom dessus. Alors moi, heureusement, mon nom de famille, il est tout à la fin, donc j'arrivais à trouver mon nom très rapidement. Ça commence par un G, donc je m'épargnais quelques secondes de stress. Mais bon, bref, voilà, il y a ton nom pour le lendemain. OK, il est 18-19 heures, tu as un briefing pour le lendemain et hop, c'est reparti. Tu refais un sac, tu vas refaire des épreuves. Toutes les épreuves, elles sont super éliminatoires, c'est beaucoup de stress. Donc chaque fois que tu passes une épreuve la première semaine, enfin, tu te rapproches vraiment très vite de l'examen, quoi. Par contre, la deuxième semaine, c'est un peu différent, c'est que tu as quasiment réussi, sauf que tu fais une semaine à 3 stagiaires, 3 futurs stagiaires avec un prof. Et là, ils te regardent évoluer sans te parler, juste pour voir tes décisions, ton analyse, ton comportement en montagne, et ils te disent rien, juste pour voir la personne que tu es en montagne. Et donc, tu fais toute la semaine avant de savoir si ils valident quand même ton attitude d'alpiniste. Et donc, c'est une semaine qui est un peu moins stressante parce que t'as pas voilà, la guillotine au-dessus de la tête tous les soirs, mais t'es quand même pas super détendu. Mais il y a moins d'échecs pour cette deuxième semaine. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai fait une belle boulette le dernier jour de cette deuxième semaine. Donc après, t'imagines, 3 ans d'inscription, de blessures, d'entraînement, de machin. Le dernier jour de cette semaine-là, donc la semaine s'était bien passée, tout était quasiment validé et on arrive au pied d'une grande voie d'escalade, où on avait donc fait 1 heure de route, plus 1 heure de marche d'approche à fond parce que tu es derrière le prof là et qu'il faut montrer un peu ce que tu vaux. Et au pied de la voie d'escalade, je vide mon sac et là, je deviens toute blanche et je bégaye, je dis: «Oh, j'ai oublié, mon baudrier». Ah ouais. Le truc à ne pas faire, quoi. Et alors là, bah, tu vois, j'avais les larmes dans la gorge, c'était terrible, quoi. Je me rendais bien compte que là, c'était le truc qu'il fallait pas avoir fait. Et donc, le prof, bah, je lui demande, je lui dis, en fait, tu sais, si c'était la connerie à pas faire, je préfère que tu me le dises et que tu me laisses pas faire la journée en me laissant croire que, quoi. Sous-entendu, si tu dois me virer, dis-le moi maintenant. Ouais. Il me répond, écoute, c'est effectivement une connerie à pas faire. Mais est-ce que tu sais faire un baudrier de fortune? Je dis oui. Il me dit vas-y, montre-moi. Je lui montre. Il me dit bon, bah, tu fais la journée comme ça et on te laisse ta chance. Waouh! Donc c'était ouais, ouah, un gros stress, mais du coup, en fait, ça m'a boosté. Je m'en voulais tellement d'avoir fait, cette erreur, enfin ouais, cette boulette que du coup, en fait, j'ai super bien grimpé la journée quand même et Puis puis tu c'est jamais passé. plus oublié un baudrier de ta vie, non? Bah, je crois que si, mais par contre, je suis Ah ouais? vraiment sur le baudrier de fortune. Je suis incollable, quoi. Et du coup, ouais, j'avais une double satisfaction, quoi. C'était déjà d'avoir survécu à cette énorme boulette et puis ouais, effectivement, on a fait la fête, on était hystériques, quoi. C'était génial. C'est des années de doute et d'investissement et d'un coup, ça y est, ça commence. Mais sauf que ça fait que commencer à ce stade-là, quoi, tu vois? Tu commences, 3 années et demie de formation et ouais, tu viens juste de rentrer, donc c'est assez fou. Tu es hyper content de l'avoir fait et à la fois, tu as rien fait, quoi. C'est encore tout à faire. Waouh! C'est le début Sachant des que emmerdes. tu peux encore être, «éliminé» entre guillemets une fois que tu es dans la formation ou? Ouais, ah oui, tu peux être éliminé tout le temps. Après, dans les faits, il y a pas beaucoup de gens qui sont éliminés ou disons, il y a des gens qui sont retardés, tu vois? Qui vont rater, OK. un stage et qui le referont l'année d'après, donc ils perdent 1 année ou 2 dans le cursus. Mais il y a peu d'échecs,
sur une promotion, il va y en avoir peut-être 1, 2, 3, 4 qui finiront pas guide, mais c'est anecdotique, quoi. OK, OK, C'est OK. juste le temps que ça va te prendre et les efforts que ça va te demander qui peuvent varier, d'une personne à l'autre. OK. Cool et bah, punaise, elle est énorme l'anecdote du baudrier. Ouais, ouais, Donc une f j'ai tout avoué, voilà, ça y est, on le sait. ça y est. Moi qui essayais de me faire passer pour quelqu'un de très méticuleux au début de l'interview, C'est clair. Non, mais c'est marrant, tu vois? Puis voilà, c'est une belle histoire aussi pour montrer que, c'est jamais fini, en fait et encore une fois, on décide de ce qu'on fait des situations qui nous arrivent plutôt que de là de baisser les bras, bah, voilà, tu vois? Tu t'es fait ton baudrier de fortune, tu as préféré être clair tout de suite avec lui et au final, l'issue a été juste, incroyable donc ouais. très belle histoire aussi. Ouais, ouais, puis c'est vrai que le copain avec qui j'étais encordée, il voyait que j'étais dans tous mes états. Enfin, tu vois, je m'en voulais tellement de cette boulette-là, j'avais les larmes aux yeux et tout et le copain avec qui j'étais encordée, donc c'était pas le prof était avec le 3e stagiaire. Le copain me dit: «Bah, tranquille, repose-toi, on échange, je vais faire la première longueur en tête, comme ça, toi, tu redescends un peu émotionnellement» et là, moi, je dis: «Non, quoi». Je dis: «Non, non, non, là, je suis trop énervée de ce que j'ai fait, il faut tout de suite que je me remette dedans» et en fait, je pense que c'est aussi ce que le prof, il a vu, tu vois? C'était de se dire, bah, des erreurs, en fait, on va tous en faire, mais par contre, la réaction qu'on a face à ça, Ouais. lui, il a jugé, je pense, plus ça ce jour-là. Il s'est dit, bah, d'une part, j'ai une solution technique pour faire un baudrier de fortune, et puis d'autre part, j'ai retrouvé la niaque, quoi. Je me suis dit, au contraire, ça m'a donné une énergie pour grimper hyper vite parce que je m'en voulais et que je voulais faire mieux que ça. Et ouais, ouais, ça, c'était peut-être une qualité qui a été mise en avant, du coup, grâce à mon erreur. Ouais, Ouais, je me suis pas laissée abattre, excellent. quoi. Jamais se laisser abattre. Excellent et donc c'est en formation que tu as commencé à t'attaquer à des big walls? Oui, alors, non, en fait, je faisais déjà des big walls avant la formation. J'ai commencé, en 2000. Mon premier big wall, c'était en 2011 aux États-Unis. Donc c'est ce que je faisais pendant mes fameuses vacances, voilà, OK. dès que l'automne arrivait, grosso modo, je partais en voyage et j'ai découvert les États-Unis en 2009 et ça a été un vrai coup de cœur et j'y suis retournée depuis, quasiment chaque année. Et donc notamment les big walls, aux États-Unis, on en fait pas mal dans le parc du Yosemite, dans l'ouest en Californie et c'est des gros murs en fait dans lesquels on passe des nuits parce que c'est trop haut pour arriver à les gravir en une journée. Donc moi j'avais commencé les big walls à 2, tu vois, en cordée, un peu classique comme tu fais une grande voie à 2, sauf que tu dors en plus et tu hisses des sacs parce que tu as tout le matériel, la nourriture, l'eau et cetera. C'est là où tu dors sur ces plateformes, ça Ouais. des plateformes de c'est quoi? C'est de la toile tendue sur des que tu peux démonter et du coup tu le transportes un peu plus haut le lendemain et tu enchaînes les nuits comme ça? Ouais, exactement. Ça ressemble à Waouh! comme un tu dirais un lit de camp, mais suspendu et donc tu as effectivement cette toile qui est dans un cadre métallique pendue au-dessus du vide et Oh tu la l'angoisse. démontes, tu la démontes tous les matins, tu la remontes le soir en fonction de là où tu es et et là, ouais, alors moi ça a été un coup de cœur direct, quoi. C'est vraiment une discipline qui m'a plu parce que ça correspond un peu à ce que moi j'aime dans l'alpinisme et dans toutes mes pratiques, c'est quand ça te pousse, loin, quoi. Tu vois? Je suis plutôt quelqu'un qui aime pousser mon corps, ma fatigue, me pousser loin dans mes retranchements, et continuer à exiger de la technicité et de la performance dans cet état-là, plutôt que de faire un mouvement, répété à l'extrême au point qu'il soit, bien meilleur. C'est-à-dire que moi, en escalade, sportive très technique sur, une voie qui dure 10 minutes, j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère. Alors qu'à l'inverse, en montagne, quand tu passes 24, 30, 40 heures d'affilée sans dormir, sans manger, sans boire, que tu es au bout de ta vie, que tu sais plus comment tu t'appelles, bah là, ça y est, c'est je suis dans le plaisir, quoi. Petit côté un peu masochiste. Et du coup, le big Waouh! goal, c'est génial pour ça, c'est que tu fais une journée, tu es déjà au bout de ta vie, quoi. Tu as déjà tout donné en une journée et tu dis: «Ah, il en reste encore 3-4 derrière, quoi». Et donc c'est empiler des énormes journées les unes après les autres, c'est génial. Ouais. C'est exactement ce que j'aime, c'est beaucoup trop, quoi. Et donc c'était devenu un peu un rituel, tu vois, d'aller grimper, tous les ans ou tous les 2 ans aux États-Unis et de faire une partie du voyage, dans le parc de Yosemite pour grimper ces fameux big walls. Et par contre, ce que je me suis mis à faire, pendant que je passais le diplôme de guide, c'est que je me suis mise à faire ça en solitaire.
Voilà, et c'est là où tout à l'heure j'ai un peu évoqué, ces fameuses ascensions en solitaire. J'ai pas fait du tout de solitaire en haute montagne, en alpinisme. D'ailleurs, j'ai jamais rêvé de faire du solitaire ou jamais trouvé ça classe. Enfin, c'était vraiment pas du tout une valeur que j'avais au fond de moi. C'était plus un concours de circonstances une année, qui fait que j'avais un billet d'avion pour aller aux États-Unis avec une copine. J'avais quand même depuis quelques mois cette idée de solitaire qui trottait dans ma tête en me disant: «Je sais pas, c'est peut-être une mauvaise idée», et puis la copine s'est blessée et le billet d'avion était pas remboursable. Ah. Et ben, du coup, je me suis dit: «Allez, est-ce que ce serait pas un signe?» Donc je suis partie aux États-Unis toute seule, du coup, vu qu'elle pouvait pas, et c'est là que j'ai commencé à faire ma première ascension en solitaire. Et donc après, j'ai remis ça chaque année pendant 3-4 ans. Je suis allée, tous les automnes grimper en solitaire, au Yosemite, quoi. Et donc cette ascension où tu disais, tu as fait quelque chose de vraiment plus gros que toi et que tu t'en rappelles, c'est peut-être ça qui fait que maintenant dans la voile, tu as plus confiance que quand tu avais attaqué l'alpinisme. Il y a eu une ascension en particulier en solitaire où tu t'es dit: «Là, là j'ai passé un cap», ou Ouais. c'est la succession de Non, non, plusieurs non, non, ascensions? non, non, tu raison. Il y a une ascension qui, moi, a marqué, tout mon être, à vie, hein. Je pense pas trop m'avancer en disant ça, mais non, non, j'en ai une en particulier dans mon cœur qui est très importante, même si tout le cheminement pour y arriver a été important et hyper riche. En tout cas, cette ascension dont je parle, c'est, donc la 3e année où je suis allée, faire du solitaire là-bas. Je me suis lancée, dans l'escalade d'El Capitan, qui est donc la plus haute des parois du Yosemite, qui fait 1000 mètres. Et c'est des murailles de granit qui sont raides, voire déversantes. Donc c'est vraiment une ampleur, Ah ouais, ouais, c'est monumental. Souvent, si tu fais tomber un truc, il touche même pas la paroi, il tombe dans la forêt, au pied direct, quoi, tu vois? C'est vraiment très, très waouh! raide. Ouais, c'est super impressionnant. Et du coup, 1000 mètres, normalement, quand tu fais ça en cordée avec quelqu'un d'autre, où tu grimpes en réversible, en tête, chacun ton tour, et où tu répartis tout le travail, entre 2 personnes, tu mets à peu près, 4 jours, on va dire 3-4 jours pour faire, cette ascension. Et donc moi, en solo, ben alors, il faut que je précise que c'est du solo encordé que je fais. C'est pas comme, souvent on pense, à Alex Honnold qui est Oui. très connu, qui grimpe, juste avec son petit sac à pof autour de la taille, et rien d'autre, et qui met 4 heures à arriver au sommet, du truc, et si jamais il fait une erreur, bah, il tombe. Moi, c'est pas du tout ça, c'est des techniques, un peu particulières, mais où j'utilise les cordes comme si j'étais encordée avec quelqu'un. Sauf que, bah, du coup, c'est en fixant des cordes, en redescendant, en remontant, et cetera, et que je monte. Mais du coup, je monte et je descends pour, défixer tout ce que j'ai fixé pour pouvoir être assurée. Et puis, une fois que j'ai fini l'escalade, il faut que je lisse mes sacs. Donc en fait, je fais à peu près 3 fois le travail, que je fais si je suis encordée de 2. OK. Donc moi, dans mes statistiques, des années d'avant, je savais que, bah, je mets 3 fois le temps en solitaire, du temps que je mets en cordée. Donc j'avais déjà grimpé sur El Capitan plusieurs fois, en cordée de 2, et à chaque fois ça nous avait pris 4 jours, 4-5 jours. Donc là, ben, je suis partie faire cette ascension en solitaire, et j'avais calculé que je partais pour 12 jours. Wouah! Oh punaise! Mais du coup, avec tous Donc les challenges que ça implique, parce qu'au-delà du fait que tu fais 3 fois la distance, en gros, enfin 3 fois le travail, 12 jours, ça veut dire, niveau nourriture, l'eau, parce que bon, bah, l'eau, comment tu fais pour l'eau, par exemple? Tu ouais, as ben, 12 jours alors d'eau avec toi? ouais, c'est ça. Tu as 12 jours d'eau, donc forcément, tu en prends moins que ce qu'il te faudrait parce qu'il faut la hisser, donc c'est hyper lourd, et c'est beaucoup de fatigue. Donc tu acceptes de te déshydrater. Donc ça, moi, l'avantage, c'est que ça faisait 10 ans que je faisais des big hauls, donc je savais exactement, tu vois, quelle quantité d'eau je pouvais me permettre de prendre pour tenir, l'effort et sans porter trop. Donc c'est mesuré, enfin, tu vois, je savais exactement tout ce qu'il me fallait. En nourriture, pareil, et effectivement, je suis partie pour les 12 jours, j'avais 60 litres de flotte dans le sac, donc 60 kilos d'eau, Wouah! plus la nourriture, plus ma plateforme pour dormir qui s'appelle un portaledge, plus, le duvet, une corde en rab, du matos, le duvet, des fringues, des batteries, enfin voilà, il y a tout un gros chargement. En fait, quand je suis partie dans la voie, j'avais, sur moi ou sur le rocher le matériel technique, les coinceurs, tous ces trucs qu'on utilise pour l'évolution, et les cordes. Donc ça, c'était fixé sur le rocher, dans mes longueurs. Par contre, le chargement que je hissais du pied d'une longueur en haut d'une longueur faisait 120 kilos au départ. Ah ouais. Voilà, donc ça veut dire que 120 kilos, j'ai beau être costaud, je suis incapable de déplacer 120 kilos, comme ça à main nue.
Donc, je suis obligée de mettre en place des systèmes de mouflage, de palans, enfin, tu vois, une démultiplication, en fait, des forces grâce à des systèmes de poulies et de bloqueurs, qui fait que je peux réduire le poids de mon chargement. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que moi, je réduisais de 3 pour 1. C'est-à-dire que mon sac, il faisait l'équivalent de 40 kilos au lieu de 120, enfin mes sacs, plus on va dire les frottements. Donc j'étais à plus que 40 kilos en termes d'effort. Mais par contre, je hissais 3 fois la longueur, vu que je divisais par 3 Eh pour 1 oui. mon poids, le système de mouflage. Donc ce qui fait que en fait, le mur qui faisait 1000 mètres, moi j'ai hissé au minimum 3000 mètres de sac, tu vois. Oh, Et vu que punaise. chaque longueur, vu que mes cordes étaient fixées, bah, il fallait que je redescende et que je remonte. Moi, voilà, j'ai descendu enfin, j'ai monté et descendu 2 fois la montagne au minimum, quoi. Et ça, c'était quand tout se passait bien et qu'il y avait rien qui coinçait. Sinon, hop, je gagnais un aller-retour au relais du dessous. Donc en fait, c'est ça qui est très long en solitaire, c'est que tous les efforts sont plus longs, quoi. Tu triples à peu près tous tes efforts. Et, et puis un autre paramètre, c'est qu'en fait, t'as pas de relais ni à ta fatigue, ni à tes émotions. Il y a personne pour te relayer, il y a personne pour t'encourager. Donc ça veut dire que quand tu es diminué par de la fatigue ou de l'émotion, et ben tu restes avec ça et faut composer avec. Et donc voilà, ça impacte plus ou moins selon les personnes, je pense, en Ouais. tout cas pour les émotions. Et pour la fatigue physique, ben, on imagine bien que quand tu grimpes à deux, celui qui assure le grimpeur, ben, en fait, il a 1 heure ou deux où il peut un peu regarder le paysage, écouter de la musique, en faisant filer la corde, tu vois, gentiment, il se repose, quoi. Alors que quand tu es en solitaire, chaque minute est remplie. Donc si une journée, elle dure 15 heures, ben, quand tu es à deux, tu vas avoir 10 heures d'effort, on va dire, sur les 15 heures. Quand tu es tout seul, c'est 15 heures. Donc du coup, tu cumules aussi vachement plus de fatigue quand tu es tout seul. Et puis il y a un autre critère auquel je pense, c'est quand tu pars sur 15 jours au lieu de 4, comment tu fais pour la météo? Parce que j'imagine que tu as pas des prévisions hyper précises à 12 jours et donc si tu te retrouves au milieu de la voie, tu fais quoi avec un orage de ouf? Ah honnêtement, ça c'était ma terreur. C'était vraiment le truc qui me faisait le plus peur, c'était la météo. Donc moi je suis partie le début, j'avais un créneau de beau, de sûr pour les premiers jours, c'était anticyclonique parfait, donc je me suis dit: «Bon bah ça c'est déjà pris». Et j'avais de quoi endurer, une tempête dans le mur, on va dire, déjà j'avais prévu de la marge en un petit peu de marge en eau, sachant que si tu prends du mauvais temps, tu as moins soif parce que tu fais moins d'efforts et qu'il y a moins de soleil, donc je pouvais réduire un peu aussi ma quantité d'eau, donc par rapport à l'eau, ça posait pas de souci. La nourriture, je pouvais aussi un petit peu, serrer la ceinture, donc pour tenir. Après moi j'étais équipée avec, donc la plateforme de paroi, tu peux l'équiper avec un abri, un fly, c'est comme une tente que tu mets par-dessus. Ouais. Et puis après, j'avais pas mal réfléchi au système tu vois, de protection de toutes les fringues, de toutes les affaires dans les sacs, parce que tu peux te prendre des torrents de flotte sur la tête, quoi, quand tu es dans le mur. Donc j'avais théoriquement les moyens voilà, d'être là dans le mur à regarder le mauvais temps, sauf que moi, ma peur principale, c'était de me dire, mais là, si tu es pris dans un orage énorme ou tu vois, une tempête avec des éclairs, tu es quand même que sur du métal, quoi. Tout est accroché à du métal, Ouais. le cadre du porte-à-lettres, il est métallique, donc ouais, ça me faisait vachement peur. Et hem et puis alors je me disais: «Bon, si jamais ils annoncent un jour ou 2 de mauvais, bah, il faut que j'endure». Donc voilà, j'avais préparé mes techniques pour endurer ça dans le mur, en ayant très peur. Et si jamais ils annoncent plus, et ben, la solution, ça aurait été de faire demi-tour et de redescendre. Mais alors là, quelle galère! Parce qu'en fait, il faut imaginer que le mur étant déversant avec une partie des longueurs en traversée, Ah ouais. t'imagines que j'ai moi à redescendre, mais il faut que déjà je rejoigne 50 mètres plus bas le relais du dessous, et puis il faut que je fasse descendre mon sac. Donc s'il est pendu dans le vide parce que la longueur est déversante ou en traversée, comment je le récupère en faisant le moins d'aller-retour possible en haut, en haut, en bas, tout ça avec le mauvais qui arrive. Donc ça, c'était un Ouais, bordel dans ma tête pour concevoir les, les manips s'il avait fallu que je fasse une retraite. Et grosso modo, ce qui se passe, c'est que passer un certain point dans la paroi, ça vaut plus le coup de redescendre en fait. C'est tellement long et fastidieux d'organiser une redescente avec tes sacs énormes et le dévers et les traversées, qu'il y a un moment, il vaut mieux rester sur place et encaisser la tempête en attendant, quoi. waouh, OK. Mais c'est marrant, donc déjà, il y avait personne qui savait que j'allais faire ça. Enfin, quand je dis personne, c'est pas vrai, il y avait 4-5 personnes qui étaient au courant de mon projet. Et
Donc il y avait, 2 amis et ma mère, grosso modo, à qui j'en avais parlé et qui suivaient mon avancée. Tu vois? J'avais du réseau sur une partie du mur, donc j'envoyais des nouvelles, ils savaient exactement où est-ce que j'en étais, comment j'étais préparée et tout. Et j'avais demandé aussi, leur avis à 2 grimpeurs, donc un que j'avais rencontré, au Yosemite quelques années avant, qui avait fait des trucs en solitaire incroyables qui me semblaient complètement extraterrestres parce qu'il avait passé 16 jours dans une paroi et vraiment, je m'étais dit: «Mais lui, il est complètement malade, quoi». Mais bref, j'étais restée en contact avec lui, on avait échangé, on s'était recroisés plusieurs fois dans la vallée là-bas et puis c'est vrai qu'entre il y a tellement peu de monde qui fait du solo que ça crée des liens. Donc j'avais lui et puis j'avais eu le contact, d'un guide, Laurent, en France que je connaissais pas, mais qui avait fait aussi, du solitaire en big haul comme ça et donc je l'ai contacté, il me connaissait pas du tout. Je lui ai dit: «Écoute, je voudrais parler avec toi de cette pratique-là, faire évoluer un peu ma vision des choses, est-ce que tu serais OK pour faire un genre de brainstorming ou enfin avoir juste une discussion?» Et donc je l'ai rencontré, il m'a regardé un peu de traviole au début, tu vois? En se disant: «Mais elle, c'est qui, quoi?» Enfin, tu vois? Elle se rend pas compte de ce qu'elle dit et puis en fait, rapidement, il a vu que, bah, d'une part, dans les méthodes que j'avais déjà mises en place depuis plusieurs années, j'étais cohérente, dans mon approche mentale, j'étais cohérente, donc il m'a quand même prise au sérieux et donc j'avais ces 2 gars-là qui savaient que j'allais faire, cette ascension-là et quand même quelques jours avant de partir dans le mur, j'ai renvoyé un mot, enfin je crois qu'on était sur Messenger avec l'alien qui avait fait 16 jours dans le mur là, qui était un Anglais et puis je lui demande quand même, je lui dis: «Mais là, en cas de tempête quoi, vraiment ça me chagrinait cette histoire». Je lui dis: «Comment tu fais quoi?» Et alors il m'explique très techniquement: «Tu mets ton sac à l'envers, tac, 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 il faut que tu t'enfermes avant que la pluie arrive, hop». Bon, des détails, un peu logiques, très techniques et puis à la fin de la conversation, il me dit: «Et puis une fois que tu as fait tout ça et que tu es enfermé dans ton porte-à-ledge et que ça commence à tomber», il me dit: «Là, il te faut de la drogue». Alors c'est marrant parce qu'au Yosemite, il y a quand même pas mal enfin, il y a toujours eu un peu la culture de la drogue, tu vois? Depuis 70 ans, c'est une vallée où les gens ont un peu tourné autour de ça, ce qui est pas mon cas, tu vois? Mais je trouvais ça tellement drôle ce qu'il disait, ou de l'alcool ou n'importe quoi, mais il me dit: «Là, tu vas vivre quelque chose, quoi». Donc sa réflexion, elle voulait tout dire, tu vois? C'était juste dire: Ouais. «Bah, tu vas te taper un trip, le trip de ta vie si tu te prends la tempête là-haut. Tu vas Pouah. survivre, mais tu vas vivre quelque chose». Bon, toi, heureusement, t'as pas eu à vivre ça. Et non, j'ai eu 11 jours de bleu fluo, pas un pet de vent, j'avais même trop chaud, mais j'ai eu un créneau incroyable, comme il y en a pas souvent, en fait. Donc heureusement, j'ai pas touché du doigt ma plus grande hantise. Cool. Et alors, tu disais que ça avait été un peu l'ascension, le point tournant dans ta carrière d'alpinisme, ou en tout cas celle qui t'a fait réaliser un certain nombre de choses sur le plan perso. C'est quoi, du coup bon, là, je pense qu'on a bien compris d'un point de vue technique, logistique et les risques, c'est assez clair que c'était un truc de fou. Mais, mais toi, maintenant, avec du recul, ou même, je sais pas, peut-être directement après avoir fait l'ascension, qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, là, j'ai passé un palier? Alors directement après l'ascension, c'est sûr que non, parce qu'en fait, je me suis tellement poussée loin, heu, avec moi-même, avec, ce que j'ai exigé de moi, de mon corps, de mon mental, que c'était super désagréable, en fait, juste après l'ascension. Souvent les gens me disent: «Ah, tu devais être trop contente», mais pas du tout, en fait. J'étais comme une tu vois, comme une bouteille de coca que tu as secouée dans tous les sens et qui explose, quoi. Je me sentais vraiment comme ça, à me dire, je contrôlais plus rien de ce que je ressentais, je faisais que pleurer, j'étais pas du tout fière de ce que j'avais fait. Enfin, c'était assez bizarre, OK. le chamboulement que j'ai vécu et donc ça a duré quand même plusieurs semaines et j'ai vachement utilisé le regard des autres pour m'aider à, un peu apaiser ça et puis poser une autre vision sur ce que je venais de faire. Mais par contre, après coup, j'ai énormément, énormément, réfléchi et revécu tout ce qui s'était passé et essayé de comprendre déjà pourquoi je l'avais fait, ce que j'en avais retiré et moi, je pense que ce qui m'a construite, énormément dans ce projet-là, c'était le fait de pouvoir être totalement moi-même. En fait, je pense que toute ma vie et encore plus particulièrement dans la pratique de l'alpinisme et encore plus dans le cursus pour devenir guide, je me suis toujours sentie, décalée ou, l'impression de pas coller aux attentes, de pas fonctionner comme il faudrait fonctionner ou comme, une moyenne des gens fonctionne et ça a été, en fait, ça a été dur, hein, pour moi toute ma vie. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai arrêté, les études très tôt, que je suis partie un peu sur des chemins originaux et malgré mes chemins originaux, ben, je me heurtais toujours à ce cadre, où j'avais l'impression de pas coller et j'en souffrais et j'en souffre encore, hein. C'est un truc qui est pas simple pour moi dans la vie
Et en fait, du coup, le solitaire, qui plus est, personne n'était au courant, donc ça veut dire que j'avais pas de pression, je devais rien à Mmh. personne et encore plus dans un sport qui est pas du tout à la mode. C'est-à-dire que ce que je fais, du big wall en solo, il y a personne qui veut faire ça parce que c'est une très mauvaise idée, c'est très fatigant, ça mène nulle part alors qu'on peut aller très vite. La preuve, Alex Honnold, il a mis 4 heures là où moi j'ai mis, 11 jours quoi, tu vois? Ouais. On a fait du fast and light et moi je dis: «Non, je veux faire, du slow and heavy quoi». Donc en fait, tout ça pour dire que j'avais vraiment pas de pression sur ce que je faisais. En tout cas, la seule pression que j'avais, elle était par rapport à moi-même et mes propres exigences. Et du coup, la manière dont je l'ai réalisée, elle a été extrêmement juste pour moi. Et bah, je vais m'expliquer. Grosso modo, moi, ce que j'ai vécu, alors certes, j'ai fait El Capitan en solitaire, mais ce que j'aime bien dire, c'est que j'ai fait El Capitan en solitaire en pleurant. Alors, pas vrai, j'ai pas pleuré tout du long, mais par contre, j'ai eu énormément d'émotions qui peuvent être perçues comme négatives ou on se dit, bah, elle va pas y arriver, ou faut pas qu'elle y aille, ou tu vois, ou bah, si t'as peur, c'est que t'es pas prête, ou ce genre de choses. Et en fait, pour moi, avec ma personnalité, c'est différent. C'est-à-dire que ces émotions, elles font partie de moi et que bah, El Capitan, ça m'a permis d'accepter de vivre avec ça, plutôt que de repousser ça parce qu'il faut repousser ça. Et du coup, ça a été en fait comme une validation du fait que moi, je peux arriver à fonctionner avec mes émotions, même si elles sont très fortes et très impressionnantes par rapport à la moyenne. Et donc sortir un petit peu de cet attendu qui dit qu'on est plus performant si on met ses émotions de côté. Bah, moi, c'est Mmh. l'inverse, en fait. Et donc, toutes les émotions que j'ai eues avant le mur et puis pendant le mur, toutes les émotions, plutôt que de les brimer et de les empêcher, je faisais l'inverse. Je me disais: «Bon, bah, OK, j'ai peur, OK, j'ai envie de pleurer, OK, je pleure. Voilà, d'accord, c'est un constat. Et après, moi, qu'est-ce que je fais de ça? Bah, je reste la personne que je suis, qui est capable de faire des grosses choses et d'encaisser des grosses charges de travail, d'effort et de fatigue. Et puis quand il y a une émotion, ben, je la laisse vivre et puis derrière, je recrée ce que je sais créer moi-même, quoi. Et du coup, en fait, j'ai vécu au rythme de ça. Et ça, pour moi, c'est le plus grand de mes succès, quoi. C'est de me dire: «J'ai été moi-même». Et en plus de ça, un peu cette, je sais pas si c'est peut-être négatif de dire ça comme ça, mais un peu cette revanche de dire, de montrer aussi: «Bah, vous savez, ce que je l'ai fait en pleurant, quoi. Et je l'ai fait en étant celle que vous m'avez toujours demandé de pas être. Et ben, celle-là, elle arrive quand même, en haut du mur, quoi». Et ça, pour moi, ça a été, je pense pas que ce soit ouais, je pense pas que ce soit que le prouver aux autres, mais ça a été m'offrir la possibilité à partir de là, d'accepter que je suis comme ça et qu'à partir de maintenant, bah, je fonctionnerai comme ça, point barre, quoi. Mmh. La preuve en est, ça m'a emmenée en haut d'El Capitan. Donc Waouh! bon, je fais l'ananas sur d'elle, c'est pas simple tous les jours, hein, je te rassure, il faut quand même que, tous les jours je me remette dans cette direction, mais en tout cas, j'ai la preuve, tu vois? Je me suis offert la preuve que j'étais capable de faire un truc qui était énorme dans mon système enfin dans mon échelle, de graduation, un truc qui était énorme pour moi, en le faisant à ma manière, en étant qui je suis. Et ben ça, c'est voilà, c'est le plus beau cadeau, je pense, que je me suis fait. C'est pour ça que je te dis, je sais qu'à l'échelle d'une vie, ça restera un événement, pour toujours, quoi. Je Alors pense qu'il y a eu justement, un avant, un après, quoi. ouais, et justement, qu'est-ce que ça a changé après, que ce soit dans ta pratique de l'alpinisme ou même maintenant, maintenant que tu rentres dans l'univers de la mer? Et ben, j'ai l'impression que, sans prétention, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais, j'ai l'impression que c'est comme, un acquis, tu vois? Toutes les fois où je vais douter, en fait, je me rappelle l'état dans lequel j'étais au pied du mur, avant de partir pour mes 11 jours. Et ben, que je te le décrive, j'étais en larmes, quoi, grosso modo, j'étais en larmes, à me cacher derrière un arbre, en me disant: «Il faut que je trouve quelque chose pour me barrer d'ici, changer mon billet d'avion et rentrer illico presto en France et abandonner tout ça, c'est de la folie». Parce que j'avais peur, parce que cette peur, elle prenait trop de place et parce que, et du coup, je me rappelle très bien de cet état-là. Il était moche, enfin il était moche, je veux dire, c'est pas glorieux, quoi, tu vois? De se dire, tu t'attaques à un monstre et tu es dans tous tes états. Et pourtant, pourtant j'y suis allée parce que j'avais des raisons, objectives de me dire que techniquement j'avais le niveau, physiquement j'avais le niveau, logistiquement j'avais tout préparé. Enfin il y avait, à part mes émotions, il y avait rien qui m'empêchait d'y arriver. Et donc moi j'ai pris le parti de m'embarquer là-dedans avec mes émotions et de les surpasser et d'arriver là-haut. Et donc du coup, quand dans ma vie je ressens, cet état-là, qui est un état qui est pas confortable du tout, à me dire, «Tu pas capable, t'es nul, fais pas ça, fuis», enfin tu vois, toutes ces un peu ces croyances négatives ou ces peurs qu'on a avec soi-même. Je me dis: «Ouais, sauf que cette fois-là, tu ressentais ça, mais puissance 10 et tu l'as quand même fait». Donc j'ai la preuve que ces émotions, elles sont pas limitantes, tu vois?
même si c'est difficile de les surpasser. Et en fait, moi, ce que j'ai retenu, c'est surtout ce mécanisme avec moi-même de me dire: «Je vis un truc qui est hyper dur et pourtant je peux arriver à m'en sortir par une petite porte qui est pas évidente, ni pour les autres ni pour moi, mais elle existe et je vais y aller, quoi». Et voilà. Et c'est ça, du coup, que je réutilise beaucoup, pas au quotidien, mais en tout cas dans toutes les grosses choses de ma vie. Je me rappelle très bien, hein, l'état pitoyable dans lequel j'étais au pied de ce mur et la nana qui était en haut du mur, 11 jours plus tard, quoi. Et ça, c'est une Waouh! preuve, en fait. C'est une preuve dans Ouais. mon univers. Là où dès que quelqu'un va essayer de me prouver avec des arguments que, «Mais si, tu es quand même forte, mais non, tu es pas comme ci», en fait, ça marche pas, j'y crois pas. Par contre, à chaque fois que j'essaye de douter de moi, il y a une petite voix qui me dit: «Ah ouais? Et elle capitane?» Et là, je Ouais. fais: «Ah ouais, 2 points, tu as raison, ouais, c'est vrai». C'est un peu Génial. ça. Ah, c'est une super histoire, hein. C'est vraiment une super histoire. Et comme tu dis, tu vois, je trouve que je pense que ça fera écho à plein de gens, ce moment avant de te lancer, dans des projets où, tu vois, tu as peur, tu flippes, tu l'as jamais fait, tu doutes, mais le fait de quand même te lancer, de te dire: «Non, mais il y a des éléments objectifs qui font qu'il y a enfin, j'ai toutes les raisons d'y arriver», d'y aller quand même et comme tu dis de tu as dit de surpasser tes émotions, pour au final, tu vois, venir valider ce passage de palier. Ce que je trouve fou aussi quand même, c'est que tu as réussi à faire ça sur, tu as mis 11 jours, c'est ça, hein? Mmh, Sur 11 jours, tu vois? Donc c'est pas, je vais faire un marathon et puis, voilà, je me fais un peu, je me force un petit peu et puis ça va passer quoi, tu vois? En 4 mmh. heures. Là, c'est 11 jours quoi, donc je trouve ça juste génial comme histoire. En tout cas, vraiment merci beaucoup de nous l'avoir partagé avec autant de détails et autant de, bah, de transparence. Tu vois? Parler de ses émotions et de la façon dont on les gère, c'est pas Mmh. forcément, un exercice hyper facile, mais, je trouve ça hyper inspirant de voir que tu as réussi à tirer plein de leçons de cette ascension en particulier. Et c'est marrant, c'est que, ah excuse-moi, je suis bavarde, hein, je te laisse même pas Non, me non, vas-y, poser. vas-y. Je te grille ton commence. Et mais c'est marrant, c'est que du coup, pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, où je t'expliquais ma vision de un peu de cet arbre décisionnel, en fait, maintenant, pour moi, mes émotions, je les mets pour moi, c'est une branche aussi. Alors une branche qui, on va dire, qui domine un peu toutes les autres parce que pour moi, c'est le 1er truc à passer. Mais par contre, c'est juste un élément qu'il faut prendre en compte. En tout cas, moi, pour ma pratique, ma façon de faire et que je retrouve chez beaucoup de gens, en fait, du moment où ils sont face à une émotion, notamment toujours pour, ce rôle de formatrice que j'ai, dont on parlera peut-être ou pas, mais dans tous les cas, quand je parle de formation, les filles, souvent, les filles que je forme, elles ont tendance à me dire, «Ouais, mais toi, au début, elles disent: «Toi, tu tu pas peur? Ouais, mais toi, t'es forte. Ouais, mais toi, machin». Je dis: «Ah non, pas du tout». Je dis: «Non, non, non» et je leur parle de ça et je dis juste: «En fait, l'émotion, c'est un truc qui existe et dont tu dois tenir compte. Si tu en tiens pas compte, ça va envahir tout le reste et si tu en tiens compte, bah, oui, c'est pas ce que tu aurais voulu, mais tu peux construire autour, quoi». Et donc c'est valider la place de cette émotion et décider que ce n'est qu'une partie de la chose. Donc moi, dans mes objectifs et ma pratique, il y a de la place pour les émotions parce que j'en suis remplie. Il y a de la place pour, la technique, il y a de la place pour, la fatigue, il y a de la place pour, le lien aux autres, il y a de la place pour le budget, tu vois? Je gère un peu tous ces paramètres et les émotions en font partie. Et du coup, après, tu peux devenir hyper subtil avec tes émotions, c'est-à-dire que tu peux les relier, à ta fatigue, pour nous les femmes, à ton cycle hormonal, aux liens que tu as aux gens qui t'entourent, qui vont créer plus ou moins telle ou telle émotion. Et donc, tu peux être hyper subtil avec ta gestion de tes propres émotions. Mais par contre, moi, ce qui est sûr, c'est que ce que je fais de moins en moins, j'ai envie de dire quasiment plus, même si je me fais encore avoir, c'est de les nier ou de les refuser, tu vois. Parce que Mmh. ce que je dis toujours, le chemin le plus court, c'est là où t'es, c'est en partant de là où t'es. Si tu cherches déjà à aller là où t'es pas, tu perds déjà du temps pour y aller, quoi. Donc en fait, le plus simple, c'est d'accepter là où t'es. Donc là où je suis, ben, j'ai peur, ou je me sens pas capable, ou je suis triste, ou j'ai de la colère, ou toutes ces émotions négatives où on se dit je dois pas ressentir ça, je dois être joyeuse, neutre, etc. Ben, en fait, déjà pour devenir ça, tu perds déjà du temps parce que ça marche Ouais. pas. Alors, le plus simple, c'est de partir de là où tu en es, même s'il y a une émotion négative qui semble te pénaliser, bah, c'est la réalité, quoi. Tu l'as, tu l'as. Donc, si tu pars de là, hop, tu attaques le chemin le plus court et de là, tu te reconstruis, tu vois. Ça part de là, en fait. Ça part de là où tu es. Cet état d'esprit, c'est quelque chose, que tu re tu que tu as pu observer dans le milieu de l'alpinisme ou, en mer ou ça vient un peu casser certains codes? Je crois que je connais un peu déjà la réponse, mais bon. En plus, tu vois ma tête en même temps.
Ouais, non, je pense que là, on est loin des schémas classiques. C'est ce qui fait que moi, j'en ai bavé hein, pour et me faire ma place et me sentir bien dans ce milieu-là. C'est parce que ouais, je me sens décalée. Je pense que je suis pas la seule à être décalée, mais qu'il y a des gens qui arrivent plus ou moins à le cacher. Moi, j'y arrive pas, quoi. Tu vois, j'ai toujours été trop entière pour ça. Et donc, non, non, je pense que le coût de l'émotion, on progresse et on accepte de plus en plus, mais je pense que ça, c'est pas du tout habituel dans des milieux rudes comme ça, en tout cas, traditionnellement très rudes, très masculins, très. Après, à mon avis, on ouvre un petit peu nos mentalités à ça, un peu plus, tu vois, notamment tout le travail de coaching, c'est aussi de tenir compte de ça, de la personne qu'on est, et Ouais. donc là, on se rend bien compte que la performance, elle doit tenir compte de ça. Mais moi, j'entends aussi toujours le discours dans les sports de haut niveau de gens qui disent que tu dois pas avoir d'émotion pour pas donner d'avantage à tes concurrents. Tu vois? De pas leur Ouais. laisser d'emprise sur toi s'ils savent que tu ressens telle ou telle émotion. J'entends vachement ce discours et j'arrive pas à y adhérer parce que je me dis, certes, dans la compétition, il y a une comparaison aux autres, mais il y a surtout une performance par rapport à soi-même. C'est-à-dire que ce que tu veux, c'est être à 100% de ce que tu peux être capable de donner. Et donc pour ça, moi, je suis persuadée que la place de l'émotion, elle est hyper importante, quoi. Mmh. Même si après, on va pas forcer quelqu'un à avoir des émotions s'il en a pas, hein. Je suis d'accord Ouais, que ouais. la même chose que me demander à moi de pas en avoir, ça marche pas, quoi. Mais Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est super intéressant, tu vois? Parce que bon, alors moi, encore une fois, je connais assez peu le milieu de la haute montagne ou la mer, mais dans un univers que par contre je connais bien, le judo, la bon, historiquement, ça vient du Japon et en termes de performance mondiale, les Japonais, ça reste c'est la meilleure nation, au monde, en judo. Quand tu regardes, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais si tu regardes des, vidéos des Jeux, par exemple, qui viennent d'y avoir à Tokyo, tu regardes n'importe quel Japonais qui gagne une médaille olympique, que ce soit bronze, argent ou or, en termes d'émotion, mmh, c'est le néant total. ouais. Et bah, en fait, au judo, c'est un truc qu'on t'apprend, enfin, en tout cas, Ouais, dès que tu commences à faire du haut niveau, tu vois, tu rentres sur le tapis, il n'y a plus d'émotion. Et tu vois ouais. des gars qui gagnent une médaille d'or au JO, au Japon, chez eux, ça fait peut-être 8 ans qu'ils s'entraînent, il n'y a même pas un sourire, quoi. Tu vois? Ouais, C'est, ouais. jusqu'à ce qu'il sorte du tapis, il y a rien. Ouais. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que bon, après je pense que c'est, bon, dans le cas du judo, je sais pas si c'est quelque chose qu'il faut encourager parce qu'il y a tout il y a un code moral qui vient avec ça, tu vois? Où il y a des valeurs très, très fortes, des valeurs de tradition aussi, donc je saurais pas te dire si c'est bien, qu'il faut qu'il y ait des émotions ou pas, mais c'est vrai qu'en tout cas, effectivement, à haut niveau dans certaines disciplines, tu vois qu'il y a pas vraiment la place pour ça. En tout cas, il y a pas la place. Ouais, Qu'on ouais, bien sûr. on nous apprend à ne pas laisser la place, C'est à vrai. ça. Après, est-ce Ouais. que c'est, ouais, est-ce que Peut-être c'est préjudiciable ou que pas? ouais, non, Peut-être. c'est super intéressant et puis, moi, j'ai pas raison à la place des autres. En fait, je me dis juste que, pour moi, ce serait de la folie de fonctionner que sans mes Ouais, émotions parce que ça me diminue beaucoup plus qu'autre chose et puis l'avantage de mon émotion, c'est que c'est elle aussi qui va me permettre d'avoir un surcroît d'énergie, de motivation, alors, il y a des phases, quoi. Du coup, c'est ça, c'est sûr que c'est peut-être moins stable que quelqu'un qui fonctionne sans émotion. Mais à la fois, j'ai envie de dire, bah, on est différents, quoi. ouais, Et clairement. donc, du coup, moi, je peux juste le juger pour moi et savoir que moi, je fonctionne beaucoup mieux en acceptant et vivant avec mes émotions, quoi. Ouais, Clairement. En fait, vu que je les ai, ces émotions, le plus simple, c'est de leur laisser la place au moment où elles sont là et ensuite, une fois qu'elles se sont faites entendre, elles acceptent tu vois, de se dissiper. Alors que si je les repousse, ça fait l'effet inverse et je perds du temps, quoi. ouais. Du temps Mais et tu vois, pour revenir à cette notion de sport, je pense très certainement aussi de la performance. bien sûr. Tu la Ouais. connais très bien, donc j'en parle ici, puis ça a été une invitée, Marie-Laure, Mmh. c'est ce qu'elle nous expliquait dans l'épisode qu'on a fait ensemble, où elle disait qu'en fait, je crois que c'était à Sotchi, hein, de mémoire, ouais, c'est à Sotchi, où en fait, elle s'est effondrée. Elle a fini, en fait, elle a pas fini les jeux, elle est partie sur une civière, Mmh. et ça a été un espèce de, je sais plus si c'est le terme qu'elle a utilisé, mais un espèce de burn-out sportif, une explosion en vol. Justement parce que, et ça c'est la leçon qu'elle a apprise après coup, il y avait eu, qu'elle n'avait pas laissé place à, bah, elle, ses motivations, ses émotions, comment est-ce qu'elle se sentait, et que c'était performance, 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 Ouais. jusqu'au point de rupture. Donc, ouais, Et puis intéressant. moi,
dis aussi, moi j'évolue dans des milieux qui sont dangereux quand même, tu vois? Ouais, Au-delà de la blessure, il y a quand même des risques d'accidents très graves, de mort. Enfin, la haute montagne en particulier, c'est un milieu qui pardonne, pas beaucoup les grosses erreurs. Et du coup, tu vas avoir besoin d'être connecté à toi, d'être connecté au milieu, d'écouter un peu une sorte d'intuition, de pas nier trop de choses parce que tu peux le payer de ta vie, quoi, tu vois. ouais, Donc, je trouve que c'est pas inintéressant d'accepter, d'écouter, voilà, toutes ces choses qui étaient pas mises en avant avant et qui maintenant sont qui ont un peu plus de place. Et en tout cas, moi, dans ma vision, c'est capital, quoi. ouais. Et Mm. justement, tu aurais une anecdote à nous partager d'une situation où, bah, tu t'es retrouvé, que ce soit en mer ou en haute montagne, tu t'es retrouvé en situation de danger et le fait de laisser parler tes émotions, a fait partie de la réponse? Euh, Non, je pense que non. Je pense que les quelques situations, dramatiques où ma vie a été en jeu, là, j'ai touché un truc du doigt qui est, c'est assez difficile de l'expliquer avec des mots et je crois que les gens qui le vivent savent de quoi je parle, mais que sinon c'est dur, dur à bien détailler, qu'une espèce de réaction de survie un peu surpuissante où tu as, un stock d'énergie auquel tu as pas accès le reste de ta vie. Pourtant, moi, je vais en chercher de l'énergie dans moi, tous les jours, mais là, dans les situations de survie, c'est un truc qui est vachement, animal, tu vois? C'est vraiment une réaction de survie, hyper puissante. Donc c'est bon à savoir que tu as ça parce que du coup, ça te donne aussi un peu de paysage à ta pratique. Tu te dis: «Ben, OK, il y a» bon, tu peux pas compter dessus, mais par contre, moi, il y a une espèce d'évidence de survie que j'ai déployée dans des situations où j'aurais pas pu penser que j'avais, cette réserve-là. Par contre, pour revenir à ta question, je pense que je me suis beaucoup servie de mes émotions et de mon ressenti pour, gérer des situations et éviter des incidents ou des accidents. Ça, par contre, c'est mon OK. quotidien. C'est d'être énormément connectée à ce ressenti-là et on m'avait questionné une fois dans une émission sur la place des intuitions et moi, ce que je pense, c'est que l'intuition, en fait, c'est pas un truc qui est mystique, c'est juste quelque chose qui n'arrive pas à la conscience, mais qui est fondé quand même. C'est-à-dire que je pense qu'on a beaucoup plus d'expérience et de choses en nous que ce qu'on peut ramener à notre conscience. Donc pour moi, Mmh. l'intuition, c'est juste le fait de faire confiance à ce qui est en nous, mais qu'on met pas à la conscience. Donc pour moi, l'intuition, c'est hyper positif et je m'en sers. Je m'en sers, je dirais pas que je vais suivre que ça parce que ça tu peux être biaisé aussi par plein de choses quoi, dans ton intuition. Mais par contre, c'est hyper intéressant d'aller jouer avec ça, quoi. Et c'est ce que je dis souvent quand je forme, c'est de dire la peur, en fait, c'est un grand terme, mais il y a 1000 peurs, il y a 1000 manières d'avoir peur, et même avec soi-même, on a des peurs qui sont plus ou moins vraies, qui sont plus ou moins traîtres, qui sont plus ou moins importantes. T'en as qui se mettent pour réellement te protéger de quelque chose, t'en as d'autres qui se mettent parce que t'as une vieille croyance qu'il faut que Ouais. t'ailles bousculer. T'as plein de peurs différentes. Et donc, c'est apprendre. Moi, ce que je trouve génial, c'est quand t'apprends à fonctionner avec ça, c'est de se dire: «Ah bah, cette peur-là, elle me fait bien rire et une fois que je vais lui dire: "Oui, oui, c'est bon, je t'ai entendu", en fait, je vais passer par-dessus». Alors que tu en as d'autres où elles vont me faire dire: «Aujourd'hui, je rentre à la maison et je ne bouge plus, quoi. Je suis en danger, voilà». Et donc ce que je trouve, génial, c'est quand tu commences à jongler avec ces émotions, tu peux être hyper subtil avec elles, quoi. De la même manière que toutes les autres branches de l'arbre, tu vas pousser ton expérience et ta technicité pour être très fin dans ton jugement, mais tu peux faire pareil avec les émotions. Et c'est de dire: «Ben, OK, j'ai cette émotion-là, mais je vais creuser plus loin, quoi». Ouais. Je pleure un coup, mais en même temps, je réfléchis de: «Tiens, de quoi elle me parle, cette émotion, Est-ce que je pousse Reste ou est-ce que je ouais. pousse pas, quoi? Qu'est-ce qui est Reste juste de faire?» Rester attentif aux signaux, en fait, j'ai l'impression, hein? Aux signaux et puis se connaître, du coup, tu Ouais. vois? Se mettre, 1000 fois à l'épreuve d'une émotion pour savoir elle est beaucoup plus subtile que juste le grand terme qu'on utilise: «Ah tiens, je pleure, je suis triste», quoi, tu vois? En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, nos émotions. Et du coup ouais, de se créer un peu une base de données de nos réactions et de nos possibilités face à nos émotions et puis de les rendre plus fines que ça, quoi. De pouvoir vraiment jouer avec, quoi, quand tu peux. Waouh! Et ben, en fait, c'est pas un échange sur l'alpinisme et la course au large, là, c'est du développement personnel. C'est génial.
Mais alors justement, qu'est-ce que tu vas, si on bascule sur la mer, Mmh. qu'est-ce que tu vas chercher dans la course au large en solitaire? Alors pour l'instant, j'ai absolument pas fait de solitaire parce que je suis plutôt dans une phase de découverte, apprentissage, progression, un peu intégrer, le milieu, ses codes, essayer de trouver comment y rentrer et puis m'y faire une petite place. Donc je peux pas encore, comparer mon vécu en solitaire en voile puisque j'en ai pas. Par contre, ce que je vais chercher dans la course au large et qui est une évidence pour moi, dans mes tripes, quoi, tu vois? C'est pas mon mental qui m'explique, mais c'est un truc que je ressens très, très fort. Hem, c'est exactement la même chose que ce que j'ai trouvé en montagne, avec en plus le plaisir de partir un peu de zéro et de devoir tout apprendre. Donc en fait, ça me stimule énormément parce que c'est une gymnastique que j'adore. Comme je t'expliquais, c'est la même gymnastique que l'alpinisme pour moi dans ma tête. Donc je renie absolument pas mon côté montagne et le plaisir que j'ai à être guide. J'ai le même en fait en mer à avoir cette gymnastique-là, sauf que en plus de ça, ça me stimule pour tout découvrir. Donc j'ai les yeux grands ouverts, j'ai des questions dans tous les sens. Le soir, j'ai envie d'aller, bouquiner, d'aller poser des questions. Dès que je rencontre quelqu'un, j'écoute tout. Enfin, tu vois, je retrouve un peu, je me revois il y a 20 ans quand, j'y connaissais rien et que je voulais tout comprendre. Et ben là, je suis pareil, mais avec, tu vois, avec l'expérience du mécanisme de comment mettre tout ça en place. Donc en fait, c'est génial, c'est que ça va vachement plus vite en plus qu'en Ouais, montagne. J'apprends beaucoup plus vite parce que je connais déjà ce mécanisme et je le maîtrise en partie. Et je rajoute et maintenant, j'ai juste à mettre le contenu dedans. Donc en fait, c'est un vrai jeu. En fait, pour moi, c'est un vrai jeu et du coup, je me sens mais super vivante, quoi. Super vivante et en plus, ce qui est chouette, c'est que, ben, tu as compris que tout ne s'était pas fait facilement dans ma vie, qu'il y a eu, autant d'échecs que de réussites, enfin, c'est dur à comparer, mais il y a eu des moments durs, il y a eu, voilà, il a fallu du temps pour que je trouve, les voies pour me sentir bien et cetera et l'avantage de tout ce travail-là, c'est que je ressens si je suis bien ou pas bien, si c'est là où je dois aller ou pas et là, j'ai une certitude sur la course au large qui est assez bluffant, tu vois? Enfin, je vois bien que le regard des gens, il est un peu sceptique dans le sens où je viens d'apprendre, ce que c'était que la voile et direct je veux me lancer dans un gros truc. C'est un petit peu gourmand, tu vois? C'est un peu ambitieux et on demande à voir, quoi. Et moi, je me dis: «Ben, peu importe le résultat, ce qui est sûr, c'est que je suis, là où je ouais, dois être et que je m'y sens vraiment très bien, quoi». Même si je suis nulle, même si ça mène nulle part, ben, c'est une très bonne place pour moi, quoi. C'est aligné. Et ça, c'est chouette. Ça m'est pas arrivé très souvent dans ma vie de cette sensation d'alignement, tu sais, où je sais pas si tout le monde a ça ou si les gens ont ça mais l'écoutent pas forcément mais en tout cas, ça m'a fait ça pour le guide, c'était une certitude et le solitaire, ça a été pareil et là, j'ai la même chose pour la voile, c'est de me dire: «Mais je peux pas faire autre chose, c'est impossible, quoi». C'est même si je dois galérer, même si ça s'annonce très, très compliqué, je vois pas comment je pourrais faire autre chose de ma vie, quoi. ouais, c'est une évidence. Une évidence. Ouais. Et qui j'ai Génial. utilisé c'est compliqué à expliquer aux gens parce qu'il faut justifier que, à presque 40 balais, mais comment tu vas faire? Bah, en fait, j'en sais rien. En fait, mince, j'ai pas tout établi. Ouais, c'est sûr, ça s'annonce pas raisonnable du tout, mais par contre, je peux faire autre chose, quoi. Ouais. Non, mais c'est intéressant de voir comment, enfin déjà je pense que tu as de la chance, Mmh. d'avoir ces évidences, tu vois? C'est qui Ouais, sont venues, qui sont imposées et puis surtout, du courage de les écouter et de te donner les ouais. moyens de foncer dans ces différents univers. Et du coup peut-être la question sur la suite, hem, c'est quoi l'objectif, le grand objectif, s'il y en a un? Tu disais que pour le moment, tu as pas vraiment de plan, mais est-ce qu'il y a une direction que tu suis? Est-ce qu'il y a une course en particulier qui te fait absolument rêver ou, je sais pas, un niveau de technicité que tu aimerais atteindre où tu te dirais: «Bon, là, j'ai fait mon El Capitan de la mer»? Ouais, ouais, c'est marrant comme question. Bah, il y a un côté où j'ai un peu de pudeur parce que je me dis, c'est des rêves et donc tu vois, un rêve, il a la possibilité de jamais se réaliser donc c'est un peu gênant d'en parler parce que, ah, tu te dis: «Bon» mais en soi, c'est pas grave parce qu'en plus, surtout que ça, c'est un truc que j'apprends avec la course au large, c'est que tu es obligé de parler des choses avant de les faire parce qu'il y a une question de budget.
Ouais. Là où en montagne, tu peux te permettre d'être caché dans ton coin et de dire juste, une fois que c'est fait, ce que tu as fait. Dans course au large, c'est impossible. Tu es obligé de vendre le projet pour obtenir des budgets. Donc du coup, j'apprends à faire ça, à un peu plus assumer mes rêves et les dire. Donc ben, moi, grosso modo, mon rêve, ce serait, de faire une route du Rhum en solitaire. Donc c'est une course transatlantique. Voilà, sur un bateau, idéalement un classe 40, c'est des bateaux de 12 mètres qui sont assez physiques, donc où je retrouve quand même le plaisir de la dépense que j'ai, la dépense physique que j'ai habituellement en montagne. Et puis ouais, le côté solitaire, c'est pas du vrai solitaire parce que en fait, tu travailles, bah, avec une équipe complète, pour arriver à mener, des projets comme ça à bout. Une Donc équipe tu as qui reste à terre, mais sur le bateau, tu es toute seule. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Toute la prépa en fait, la course en elle-même, c'est vraiment juste la partie visible de l'iceberg, mais la préparation, elle se fait vraiment longtemps en amont et il y a du monde avec qui tu fais ça. Donc voilà, ça lie un peu, comme ce que je fais en montagne, beaucoup de relationnel et à la fois une réalisation où là, tu es avec toi-même dans ta manière de faire et où tu peux te rapprocher vraiment de l'essence Ouais. de qui tu es. Et donc voilà, j'avoue que, un format un peu long parce que c'est sûr que je pourrais faire traverser Marseille-Corse en solitaire, mais pour moi, ça va pas chercher assez loin pour que j'aille au fond de moi-même. Donc voilà un peu mon rêve. Je sais pas si c'est un rêve ou un projet, j'essaye que ce soit les deux. Et pourquoi on se rende compte? Parce que ça fait plusieurs fois que tu parles de l'aspect, financier, tu vois, qui change quand même pas mal de choses par rapport à l'alpinisme, hem, heu, pour les régates, pour la course au large. Typiquement la route du Rhum, c'est des budgets de combien? Ben, ça peut être un budget, on va dire que c'est des budgets plutôt annuels parce que tu essayes qu'ils soient un peu pérennes d'une année sur l'autre par rapport à l'amortissement du bateau, mais c'est des budgets à 300 000 € par an. Ah Ça peut ouais. être plus ou moins en fonction de ton ambition de performance ou de ta tolérance à la galère. Ouais. Mais voilà, pour être confortable, oui, un budget de 300 000 € par an, c'est pas incohérent. OK. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, et ouais, c'est des bateaux qui, bon, bah, déjà qui coûtent cher et puis qui exigent énormément d'entretien. Et plus après toute la logistique de fonctionnement, les inscriptions, les réparations, les assurances, toute la communication qu'il y a autour. Donc tout ça, en fait, ça chiffre Ouais. énormément, quoi. Donc du coup, c'est ce qui fait que c'est impossible, en tout cas dans ma situation, c'est impossible de faire ça moi-même, j'y arriverais pas toute seule. Je serais obligée de fonctionner avec des partenaires qui voudront Ouais. écrire l'histoire avec moi et participer financièrement, quoi. OK. Bon, eh ben, écoute, on va croiser les doigts, espérer que qui sait, peut-être quelqu'un sur le podcast connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une entreprise qui serait intéressée. Mais ouais, ça fait effectivement un gros budget. Ouais. Et ça, toutes ces démarches, tu t'es autorisé à déjà commencer enfin, à les lancer, tu vois, envoyer des dossiers, etc. pour cette route du Rhum ou pas encore? Ouais, alors j'ai commencé, ça a Ah été, ben c'est un projet alors, c'est plus un rêve, c'est un projet, ça y est. ouais. Ouais, mais s'il marche pas, ça redevient un rêve. Donc je ne sais encore pas. Ouais, non, j'ai mis très longtemps à assumer, justement, d'en parler, hein. Comme d'hab, c'est toujours la partie la plus longue, moi, je trouve, voilà, de croire en soi au point d'en parler, au monde extérieur. Donc j'ai pris du temps pour ça, ça a pas été que rose, hem voilà, ça correspondait à une période aussi de remise en question par rapport à la montagne, par rapport à des blessures, des trucs comme ça. Donc ça a pas été que facile de faire ce chemin-là, mais là, je l'assume à peu près, même si je sais que techniquement, c'est un peu ambitieux de vouloir faire ça alors que tu as des tonnes de marins extrêmement compétents, qui font ça depuis toujours et qui n'arrivent pas à aller sur ce genre de course parce que, budget et cetera. Moi, j'essaie de travailler, de me forcer à croire dans mes qualités, dans celles que j'ai développées, on va dire, par le biais de la montagne, qui sont, voilà, des qualités à gérer énormément de paramètres avec beaucoup de précision pour maintenir tout le monde en sécurité en montagne. Et ça, en fait, j'ai tendance à me dire: «Oh, tu connais rien à la mer, tu sais pas naviguer», et j'essaie de me répondre: «Oui, mais tu es experte d'un milieu qui est extrêmement exigeant», et c'est un peu ça qui m'aide à l'assumer, quoi. Et puis après, au final, je me dis: «Mes rêves, ils coûtent rien aux autres». Ouais. Au pire des cas, ils me coûteront à moi, et encore, tu vois? Et encore, si j'y mets de la conscience et que je sais que je prends un risque à essayer d'accomplir un rêve, ben,
Reste à moi d'apprécier le chemin pour y aller, au point que si ça va pas au bout, j'aurais quand même vécu quelque chose en chemin, quoi. Ouais, Donc j'essaie d'être dans cette démarche-là et effectivement, je peux assumer que j'ai ce rêve-là et par contre, j'ai aucune idée si je serai, sur la ligne de départ. ouais. C'est encore complètement incertain, quoi. Mmh. Bon, on l'a dit plusieurs fois, dans la conversation, mais on contrôle pas le résultat, donc full gaz sur les actions. Non, mais Ouais. c'est super intéressant. Et si tu devais, tu sais, un des objectifs du podcast, enfin l'objectif un peu, le vrai objectif, officieusement, dont je parle pas trop, c'est qu'en fait, c'est juste l'occasion de discuter avec des invités complètement fous, et ça, c'est génial pour moi. Mais officiellement, l'objectif, c'est quand même d'inspirer les gens, de faire en sorte qu'ils retiennent, des leçons, des choses qu'ils peuvent appliquer dans leur vie de tous les jours, à travers ces échanges avec des personnes qui, comme toi, tu vois, ont réussi à trouver, des projets sur lesquels ils sont alignés, et puis surtout à se lancer. Donc moi, je serais curieux de savoir, qu'est-ce que si tu devais faire un espèce de mix entre, toute ton expérience, tout ce que tu as appris à travers, les différentes étapes par lesquelles tu es passé dans l'alpinisme, et puis ce que tu es en train de mettre en place dans l'univers, de la course au large, quelle leçon est-ce que toi, enfin leçon, quel conseil est-ce que tu auras envie de partager, aux auditeurs, aux auditrices qui, tu vois, potentiellement réfléchiraient à se lancer dans d'autres univers ou pas, mais qui hésiteraient encore? J'ai envie de citer Jean-Louis Etienne Mmh. que j'aime bien et qui dit une phrase qui me parle beaucoup. Il dit: «On ne repousse pas ses limites, on les découvre». Et ce que j'aime dans cette phrase, c'est qu'en fait, elle dit qu'on se trompe sur ce qu'on imagine de nous-mêmes. Donc on croit que quand on fait quelque chose de grand, on est devenu quelqu'un d'autre. Moi, je pense juste que, on a accepté d'être cette personne-là, mais qui sommeillait en nous forcément. Et donc en fait, la limite, elle est beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Et moi, il y a une phrase que je dis souvent à mes équipes que je forme. Je leur dis, «Il n'y a de limite que votre audace et votre imagination». Et tu vois, c'est comme le jour où je me réveille, où je me dis, «Tiens, j'ai navigué quelques jours dans ma vie et je traverserais bien l'Atlantique toute seule». C'est une imagination qui est complètement délirante, quoi. Mais vu que mon imagination, elle a pas de limite parfois, et que derrière j'ai l'audace de me dire: «Et si c'était vrai?» Et ben, en fait, il suffit juste de ça, tu vois? Juste de se dire: «C'est un truc qui me parle, je ne sais pas pourquoi, je peux pas l'argumenter et ça va être compliqué de faire face à ce que les autres vont dire, mais juste écouter ce truc-là voilà, qui ouvre un peu les portes de quelque chose de très grand qu'on a au fond de nous et qu'on s'interdit souvent, en fait, de vivre, quoi, d'assumer. Et donc je pense que les clés, on les a tous. Après, moi, je juge pas les gens qui vont pas accéder à cet univers-là parce on est tous très bridés par tout un tas de choses et la vie, elle est simple pour personne. Mais par contre, je pense qu'en acceptant voilà, de sortir un peu de la zone de confort et des attendus de tout le monde, de la société, de l'entourage, de soi-même, de ce qu'on s'est fixé, en sortant un peu de ces attendus-là, le monde, il nous appartient, quoi. On peut tout faire. Ou en tout cas, on peut essayer de tout faire et qu'est-ce qu'on risque, tu vois? Au final, Ouais. si on se met bien d'accord, qu'est-ce qu'on risque? Moi, dans ma pratique, je suis quelqu'un d'hyper sécu parce que risquer la mort, ça me plaît pas du tout. Donc j'ai une pratique qui est très safe, quoi, tu vois? C'est souvent les gens, ils me croient pas quand je leur dis que je prends très peu de risques, quand je leur dis que je suis une peureuse, ils me croient pas. Je dis: «Si, si». C'est juste que ça, je le contrôle, donc j'ai une technique, imparable pour la plupart des choses. J'accepte que le jour où ce sera mon heure, ce sera mon heure, mais par contre, pour le reste, je maîtrise tout ce qu'il y a à maîtriser pour ne pas mettre ma vie en jeu. Par contre, le reste, qu'est-ce qu'on craint, tu vois? Est-ce que tu seras plus malheureux à avoir tenté quelque chose et de pas avoir atteint, l'objectif que tu avais peut-être pas très bien placé, en fait? C'était peut-être juste que tu t'étais trompé d'objectif? Ou est-ce que tu seras plus malheureux à ne rien avoir tenté et avoir atteint aucun objectif au final quand Mmh. même, quoi? C'est clair. Ouais. Mais après, il faut être un peu joueur et accepter de jouer un petit peu aussi avec son confort, ses habitudes, la vision normée du monde et cetera. Faut un peu jouer, comme tu jouerais, à la coinche, quoi, tu vois? Où tu mises un peu et puis, et plus tu engages et plus tu vas marquer de points, quoi, tu vois? Ouais. Mmh. Waouh, super message. Bah, écoute, un immense merci, Julia, c'était absolument passionnant. Je regarderai, mais je crois bien que je j'ai même pas vu le temps passer. Je crois bien qu'on vient d'exploser le record du podcast sur la durée d'un épisode, donc écoute, moi je considère que c'est bon signe. C'est que c'était, en tout cas, moi je me suis vraiment régalé. Donc un grand, grand merci pour tous ces partages, et puis surtout pour, avoir accepté de vraiment te prêter au jeu et de partager vraiment, tu vois, quel a été ton parcours d'un point de vue,
d'un point de vue très personnel. Donc, je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Et une fois de plus, merci. Et puis, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Plein de bonnes choses pour la suite. Je mettrai évidemment en description de l'épisode ton site. Comme ça, s'il y a des personnes qui veulent te suivre et voir un petit peu ce que tu fais, ils auront directement le lien, notamment sur ton compte Insta qui est juste magnifique. C'est une invitation au voyage. Je crois que je ne te l'avais pas dit encore. Donc, voilà. Continue de poster ce genre de photos, s'il te plaît. C'est mon petit bonheur chaque fois que tu en mets. Le moment d'évasion en mer, en montagne, juste génial. Donc ouais, tout ça pour dire un immense merci Julia et tout le meilleur pour la suite. Eh ben, un grand merci à toi aussi Loïc parce que, du coup, comme je te le disais, j'avais écouté tes podcasts avant de te rencontrer et j'étais, impressionnée, ouais, par ton humanité, la douceur de ton approche et puis ton écoute et donc, ça a pas démenti l'impression que j'avais eue, donc c'est un vrai plaisir. Merci pour ça. C'est vrai que c'est pas un exercice facile, forcément de parler de soi, de savoir ce qu'on livre ou ce qu'on livre pas, à tout le monde, quoi. Et donc, c'était hyper chouette de partager ce moment avec toi et je me suis sentie super bien. Donc, voilà, j'espère que ça aura plu aussi. Et puis à toi, je te souhaite plein d'audace et d'imagination pour ton parcours. Et puis plein de belles rencontres aussi dans les épisodes à venir avec des fous, comme tu les appelles, des frappés. Un grand merci. Merci beaucoup Julia. De Très rien. bonne soirée. À toi aussi.